Bonjour, ici Yannick Vézina de Pas Sorti du Bois et bienvenue à la première partie de la série Sur les sentiers de Chamonix, présentée par On. Entre elles, on se jase, entre elles, on se rencontre, entre elles, on existe. On contrôle pas toujours les situations, mais on peut toujours contrôler notre réaction à la situation. Si tu commences à te sentir bien courir un ultramarathon, fais-toi-en pas, ça va passer. La série Sur les sentiers de Chamonix est présentée par l'équipementier suisse On, une référence en espadrilles et en vêtements de course autant sur route qu'en trail. On est né en 2010 de l'esprit visionnaire d'Olivier Bernard, un ancien champion suisse d'Ironman qui voulait une chaussure offrant à la fois propulsion et confort ultime. Le résultat, la technologie Cloud Tech qui propulse chacun de tes pas avec une sensation unique de flottement. Depuis, On s'est hissé au sommet et au pied des meilleurs athlètes trail de la planète, dont la championne incontestée en ce moment, Katie Scheid, ainsi que des athlètes qui sont dans les favoris de cette UTMB 2025, Jeff Mogavero, Germain Grangier, Alyssa Clark et Simon Gosselin. Avec On, tu ne fais pas juste explorer de nouveaux terrains, tu repousses les limites de l'innovation et du respect de l'environnement. Rendez-vous sur le on.com. Ouais, ben, on n'est pas sorti du bois, hein? Bonjour tout le monde, bienvenue à ce tout premier épisode de la série Sur les sentiers de Chamonix. Très content de vous avoir aujourd'hui. Aujourd'hui, ça part fort parce que j'ai 4 invités avec moi. C'est des athlètes québécois qui vont participer à l'Ultra Trail du Mont-Blanc la semaine prochaine, chacun dans une épreuve différente. C'est ça le concept aujourd'hui, hein? 4 courses, 4 Québécois. Élisa Morin, Julie Lesage, Alexis Lucier et Guillaume Dagenet. Bienvenue à Pas Sorti du Bois. Merci. Merci. Comment ça fort? 4 invités pour le prix d'un, c'est quelque chose. Elisa, t'es déjà passé au podcast. Je suis allé vérifier, c'était l'épisode 210 à l'époque. Ça fait pas si longtemps. Julie, de ton côté, c'était l'épisode 208. Alexis, t'as déjà assisté à un épisode live dans mon sous-sol ici, alors que je recevais quelqu'un d'autre, mais c'est ta première fois comme invité. Et Guillaume, ben, c'est ton baptême pour vrai de vrai. Toi, t'es jamais passé au podcast ni assisté. Bienvenue à vous 4. Je suis très content de vous avoir, très content de jaser de l'UTMB parce que là, bon, on enregistre un petit peu avant le moment de diffusion, mais il y a quand même une petite fébrilité qui arrive quand l'UTMB s'en vient, quand le mois d'août commence. Est-ce que vous commencez à sentir cette petite fébrilité-là du gros objectif, je suppose, A de l'année qui approche? Guillaume, toi, comment tu te sens? On en a parlé un peu en introduction avant. Là. J'ai été quand même assez chanceux d'être sélectionné pour l'UTMB. Je m'attendais vraiment pas à faire ça cette année. Puis, ouais, je suis quand même assez nerveux. Mais je fais mes devoirs pour l'instant. Puis, je vais espérer que ça se passe bien. On pourra parler de ces devoirs-là un peu plus tard. On va vouloir parler de votre préparation, de ce qui vous a mené aussi à l'UTMB. On sait que c'est pas une simple tâche de se qualifier pour cette course-là, que ce soit en obtenant un dossard comme Elisa et Julie ou en ramassant des running stones. Mais dans tous les cas, vous y êtes arrivés. On va pouvoir jaser de tout ça. Donc, vu que c'est le premier épisode de la série, je me permets d'introduire un peu plus ce que ce sera sur les sentiers de Chamonix. C'est 5 épisodes, donc il y en a 2 en introduction. Vous êtes le premier. Dans le deuxième, on parlera d'un autre sujet. Vous le savez, là, les jasettes de geek. C'est un classique de l'UTMB, puis ça fait partie de la série Sur les sentiers de Chamonix. Mais c'est pas juste du podcast Sur les sentiers de Chamonix, ça va aussi se passer directement sur le terrain. Je serai à Chamonix comme vous la semaine prochaine pour enregistrer des épisodes, jaser avec des Québécois sur place. Peut-être qu'on aura même l'occasion de se rejaser à travers la jungle, la folie de Chamonix pendant l'UTMB. J'aimerais bien ça vous avoir à quelques heures peut-être de votre course avant ou après. Mais je vais aussi espérer rencontrer quelques athlètes internationaux parce que c'est toujours le fun, l'UTMB, pour ça. Il y en a quelques-uns. Puis il va y avoir de la création de contenu, bien sûr, du reportage terrain. Moi, je vais courir l'OCC, fait que je trouverai peut-être une manière de documenter aussi ma course. Et bien sûr, pendant l'UTMB, la course reine, l'épreuve de 176 km, ben, je serai autour du Mont-Blanc dans
j'oublie le nom, je cherche exactement, dans la Cheer Squad de NAC. Donc, il y a l'autobus qui va faire le tour. On va aller faire un peu de folie un peu partout autour du Mont-Blanc et suivre les têtes de course. Donc, ça va être un gros trip. Je vais vous amener avec moi, avec mes micros. Donc, on va avoir beaucoup de plaisir. Et c'est ça sur les sentiers de Chamonix. Ça et plusieurs autres surprises que vous pourrez découvrir. Le concept aujourd'hui, je le disais, hein, c'est 4 Québécois, 4 courses. Elisa, tu seras notre représentante de l'OCC. Donc, on l'appelle la petite sœur de 57 km et 3500 mètres des plus. Je ne sais pas si c'est vraiment une petite sœur avec ce ratio de dénivelé par kilomètre-là. Mais bref, tu seras sur l'épreuve de 57 km. Julie, dans ton cas, tu participes à la CCC, l'épreuve de 101 km et 6100 mètres de dénivelé positif. Alexis, dans ton cas, tu seras sur la TDS, qui est une course un peu différente des autres, on pourra y revenir. Une petite trotte de 148 km et 9300 mètres de dénivelé. À ce point-là, est-ce qu'on peut considérer que c'est un 100 miles à 12 km du chiffre magique, mais avec un dénivelé qui n'a aucun sens? J'aurais juste à faire un warm-up puis un cool-down, puis on devrait y arriver. Écoute, il y a des 100 miles qui sont officiellement des 100 miles à 155 kilos. Fait que d'après moi, si tu fais un pas pire warm-up, on t'achètera, on va se collecter tout le monde ensemble, on va t'acheter une boucle de ceinture. Donc, tu seras sur cette course-là, qui est celle avec le plus fort ratio de dénivelé par kilomètre de toute l'UTMB, la plus technique aussi. Je ne veux pas te faire peur, là, je vais juste annoncer des faits. Ah, si je n'étais pas stressé avant l'épisode, là, je suis stressé. Et voilà, exact. Alors, tu sais dans quoi tu t'embarques. Et Guillaume Dagenet, dans ton cas, tu participes à l'UTMB, la course reine de, je vais dire les chiffres, pas pour mettre de pression non plus, mais 176 km, hein, parce que pourquoi faire un 100 000 quand on peut y ajouter quasiment un demi-marathon? Et là-dessus, il y a un 10 000 mètres de dénivelé positif tout au plus. Fait que, vous êtes nos 4 représentants. Bien sûr, il y a plusieurs autres Québécois. Je vais en parler en masse dans le reste de la série parce que j'ai compté. Puis, bon, les start lists viennent de sortir. C'est difficile d'avoir un portrait global, mais c'est plus d'une trentaine de Québécois qui sont sur place, plusieurs avec des dossards élites qu'on va surveiller aussi, mais dans tous les cas, le but ici, c'est de célébrer tous nos Québécois, tous nos Québécoises, puis tout le monde, tant qu'à y être, qui participe à l'UTMB. On célèbre les 10 000 personnes. Donc, on commence ça en force avec une présentation de vous. J'ai le goût d'y aller dans l'ordre que je vous ai présenté selon les distances. Donc, Elisa, veux-tu d'abord nous parler de toi, de ce que tu fais dans la vie, puis depuis combien de temps tu cours en course en sentier? Dans la vie, professionnellement, je suis ingénieure dans le bâtiment. Donc, c'est vraiment ma job à temps plein. Et à côté de ça, je cours. Ça ferait comme une job à temps partiel, là. Même si, évidemment, je suis pas payée pour ça. Et je cours en sentier depuis, on va dire, j'ai commencé il y a 4 ans, mais je cours sérieusement en sentier depuis 2-3 ans. Okay. Mais je courais avant, j'ai toujours couru sur la route, disons. Donc, j'avais ce background-là, mais en sentier, c'est depuis 2-3 ans. Et récemment, citoyenne canadienne, depuis quelques jours, si je me trompe pas. Depuis 10 jours. Wow, félicitations. Ouais, j'ai même changé ma nationalité sur mon profil UTMB. Fait qu'officiellement, tu vas courir pour le drapeau canadien à l'UTMB. Ouais, officiellement. J'adore. Puis en plus, tu vas participer aussi au championnat du monde. Ceux qui sont habitués du café du vendredi, mes petits tours d'actualité que je poste le vendredi matin, ton nom revient souvent parce que je parle souvent des performances de nos Québécois à l'international, de nos Québécois qui joignent l'équipe canadienne. Il me semble dans les dernières semaines, ton nom revenait souvent. Donc, mes excuses si tu entends toujours parler de toi, mais je le mentionnais. Donc, tu vas être sur l'équipe canadienne qui va se rendre au championnat du monde quelques semaines après l'UTMB. Oui, c'est ça. Donc, gros été en vue. C'est un gros été, début d'automne qui s'annonce. Parce que ça a commencé très smooth avec un tout petit QMT 50 où tu as terminé deuxième au classement général, mentionnons-le. Le but, c'est de te gêner un peu comme ça, là. Ça a bien commencé, disons, donc j'espère que ça va continuer comme ça. Aucun doute là-dessus. Julie, de ton côté, tu es déjà passé sur le podcast, mais je pense que pour le bénéfice de celles et ceux peut-être qui viennent d'ajouter l'épisode 208 sur leur liste à écouter un peu plus tard, présente-nous qui tu es. Moi, je suis, disons pour le travail, là, moi je suis néphrologue spécialisée en transplantation. Fait que j'ai une vie professionnelle très active. Puis je fais de la course, moi aussi presque à temps partiel, je dois dire, mais pas payé pour faire ça. Donc moi je fais de la course en sentier, peut-être un peu comme Elisa là, depuis quelques années. Avant j'ai couru sur route pendant des années. Puis je suis une ancienne joueuse de soccer avec beaucoup d'années de soccer derrière la cravate.
C'est ça, je fais plus de courses puis plus de compétitions, surtout depuis 2 ans. Ça se passe plutôt bien pour toi. Oui, quand ça a commencé, ça a été, j'ai fait vraiment beaucoup de courses l'année passée. Là, cette année, j'en ferai un petit peu moins, là, mais l'année passée, c'était pour une deuxième année, disons, dans le circuit, là, je m'étais quand même aligné un bon horaire, qui a bien été, là. Ça a pas été trop, c'était plutôt agréable, mais c'était une grosse année. Certainement. Puis, à travers ça, tu étais venu sur le podcast. Puis, c'est un épisode dont on me parle encore vraiment beaucoup. On avait parlé d'une foule de sujets, mais vu ta spécialité en médecine, vu ton expertise, on avait abordé des sujets où tout bon coureur en sentier devrait être capable de- de- d'identifier des signes qui peuvent mener à des complications pas mal plus graves qu'un DNF, d'un abandon. Puis c'est drôle parce que je me rappelle pas sur quelle course cette année, j'en ai pas fait tant que ça, mais à un moment donné, je cours avec un gars, puis il arrête de pisser. Puis on repart à la cour, je l'attends parce qu'on court ensemble depuis un petit bout. C'était sur le QMT. Puis il me dit, Hey, Julie serait fière, mon pipi était beau. J'ai fait wow. Puis je pense qu'il te connaissait pas du tout, mais il avait écouté les signes, il savait qu'il fallait observer ça pour peut-être identifier une déshydratation ou autre. Fait que sache que les gens, quand ils urinent pendant leur course, pensent à toi. Je sais pas qu'est-ce que tu veux faire avec cette information-là, mais je te le dis. Écoute, j'en ai entendu parler sur plusieurs courses, en plein milieu de la nuit, dans les chic-chocs, quand le gars était arrêté, puis faisait pipi rouge, j'en ai entendu parler. Il y a des gens qui m'ont écrit. Ouais, ben tant mieux si ça allumait des lumières sur les risques de la course de la longue distance. Tout à fait. On recommande l'épisode. Puis même, c'est un épisode, je pense que ça vaut la peine d'y retourner aussi parce que c'est des choses qu'on dira jamais assez. Donc, très important. Merci, Julie. Merci d'être là aujourd'hui. Merci de l'invitation. Alexis, de ton côté, présente-nous qui tu es. Euh, Moi, coureur depuis une dizaine d'années maintenant, route, sentier. Dans la vie, je suis gestionnaire des ventes. Puis, je fais ça chez Oka, qui est commanditaire aussi de l'UTMB. Fait que ça va me faire une belle semaine chargée, étant donné que moi, je cours ma TDS. Puis, le lendemain, je travaille. Fait que je vais espérer avoir une couple d'heures de sommeil. Ça va dépendre quand ça va. Fait que c'est ça. Puis c'est un peu la raison que j'ai. On me voit moins, je cours moins de façon compétitive. Je le fais parce que j'adore ça. Puis j'ai choisi la TDS justement pour ça, parce que j'avais pas besoin de me qualifier, parce que tu parlais un peu plus tôt de à quel point c'est difficile de rentrer dans l'UTMB puis tout ça. Puis la TDS, c'est une des choses qui différencie, c'est que t'as pas besoin de te qualifier. T'as pas besoin de stone. Fait que ça faisait une façon cool d'aller découvrir la vallée de Chamonix. Puis officiellement, ça va être ta plus longue distance à vie, non? Exactement. Comment tu te Ouais. sens à l'approche de ta plus longue distance à vie? Et clairement, ta plus longue journée dans le bois, parce que des fois, distance et longueur, c'est deux choses différentes. Tu as quand même fait Arikana 125 qui est assez long pour un 125, on va se le dire. Il est technique, il est lent. Mais là, dans ce cas-ci, tu t'enlignes pour une vingtaine d'heures et plus dans le bois. Comment on se sent? Ouais. Je suis encore un peu dans le déni. Ça a commencé à partir, ça, quand j'ai regardé la liste de matériel obligatoire la fin de semaine passée, puis que je me suis dit, bon, il faudrait que je vois si ça fait tout dans mon sac. Fait que ça s'en vient, honnêtement, je suis excité, ça va être une belle aventure, puis j'y vais pour finir avant tout. Fait que, ouais. C'est drôle, tu parles de matériel obligatoire. On y reviendra parce qu'on s'entend qu'à l'UTMB, il y en a beaucoup. Puis avec raison, c'est une course en haute montagne. La TDS, notamment, à chaque année, il y a des situations qui démontrent que ça prend tout ce matériel obligatoire-là. Puis j'ai la chance, moi, dans la vie, de compter sur le support de Oka comme coureur grâce à Alexis d'ailleurs. Puis on a reçu une toute nouvelle veste d'hydratation qui est super confortable. Puis je l'ai portée en masse vide, tu sais, avec deux, trois gels, deux, trois gourdes. Et là, quand j'ai vu le matériel obligatoire pour même l'OCC, j'ai fait, oh, il va falloir tester si tout ça rentre parce que il y a du stock, mais c'est important, puis on y reviendra tantôt. Ouais. Guillaume, de ton Ouais. côté, parle-nous de toi. Tu disais que ça fait 2 ans que tu cours en trail et là, tu t'alignes sur la course la plus connue au monde. Parle-nous de toi, de ce que tu fais dans la vie puis ce qui t'a mené jusqu'à l'UTMB. Ouais, ben en fait, moi de profession, je suis pharmacien. Je suis pharmacien depuis 4 ans, puis je suis pharmacien propriétaire depuis 2 ans. Donc j'ai 4 pharmacies, donc ouais, quand même un horaire chargé. Puis j'ai commencé, en fait, à la fin de mes études de pharmacie, c'est là que j'ai commencé à courir un peu plus. En fait, c'était pas mal en pandémie là, que c'est arrivé mes stages de pharmacie. Puis, autre qu'étudier, tout ce que j'avais à faire, c'était courir. Fait que pendant cet été-là, en 2020-2021,
J'avais commencé à courir, j'ai fait un 10. J'étais comme un peu impressionné de faire ça. J'ai fait un 15, après ça un demi. Puis là, ça m'a comme donné la piqûre. Après ça, j'ai rencontré ma copine. Puis ma copine a un oncle qui court en trail, qui fait des ultras. Il s'appelle Patrick Descoteaux, qui est ami avec un autre coureur qui s'appelle Étienne Dugas. Je crois que Mhm. tu le connais. Ouais. En fait, les deux m'ont vraiment donné la piqûre de la trail. Donc, au 50e anniversaire de l'oncle de ma copine, il s'est fait offrir des souliers Norda, puis j'avais aucune idée c'était quoi. J'avais aucune idée sur tout ce qui entourait la course en trail puis les ultras. Puis c'est eux qui m'ont comme un peu appris le métier. Puis en fait, en 2023, fin 2023, je suis allé en France. Puis j'ai planifié mon voyage pour aller justement voir l'UTMB, que j'entendais partout quand j'ai commencé à m'intéresser aux ultras. Puis j'ai vu le départ de l'UTMB, puis j'ai trippé. Le soir même du départ de l'UTMB, je me suis dit, qu'est-ce qu'il faut pour me qualifier? Et j'ai vu qu'il fallait ramasser des Rolling Stones, dont des Rolling Stones à une course de 100 km. Fait que, sans hésiter, je me suis inscrit à une course 100 kilos, la Canyon Endurance en Californie, euh, comme 6 mois plus tard, là, au mois d'avril, un petit peu plus. Puis je m'étais promis que la prochaine fois que j'allais aller à Chamonix, ça allait être pour faire l'UTMB. Puis 3 ans plus tard, ben 2 ans plus tard, j'ai été sélectionné. Fait que c'est pas mal ça. Ça a été rapide, quand même. Du Ouais, moment qu'on ouais, voit la ligne de départ, qu'on se dit, OK, on va s'inscrire à une première course de 100 km en Californie, puis ça déboule, puis 2 ans plus tard, on s'aligne sur l'UTMB. C'est bien, c'est une belle ouais, progression. ouais, c'est ça. Tu sais, j'ai couru ma première course en trail au mois d'octobre 2022. J'avais fait un 10 km à Rigaud. J'avais J'avais aucune idée avec quoi courir, là. Je courais avec un gros camelback, des souliers qu'on m'avait passés. J'avais aucune préparation. Après ça, j'ai fait Bromont Ultra 55 l'année d'après. Puis l'année passée, j'ai fait quand même pas mal de courses. Puis là, cette année, je voulais prendre ça plus mollo, prendre mon temps. Fait que j'ai refait la Canyon 100, puis je voulais faire le QMT 135. Puis en janvier, j'ai été sélectionné pour l'UTMB. Fait que ça a comme changé mes plans. J'ai laissé faire mon dessert pour le QMT. Puis là, c'est ça. Je fais mes devoirs pour l'UTMB, puis ça va être mon premier 100 miles. Très, très beau baptême du sang mers. C'est un beau défi. Ouais, ça m'effraie un peu, là, mais je pense que ça va bien se passer, là. Je pense que c'est ça aussi l'objectif, des fois, de s'effrayer un peu. Dans le sens que, dans le Ouais, bon puis sens, dans le sens que c'est ça. ça nous titille puis ça nous motive à faire des choses qu'on ferait peut-être pas autrement, c'est-à-dire probablement bien des montées de centre de ski et tout le dénivelé que tu dois mettre dans tes jambes, hein. Ouais, c'est ça. Puis je suis coaché par Anne Champagne. OK. Puis Anne, elle a en fait en fait, elle motive beaucoup les gens, je trouve. Elle pousse vraiment à aller chercher un peu l'inatteignable, là, à essayer de viser haut. Puis c'est ce que j'aime, là, le dépassement de soi. C'est un peu pour ça que je suis dans l'ultra, essayer d'aller voir jusqu'à où que je suis capable d'amener mon corps. Puis ouais, c'est ça. Fait que ça fait peur, mais en même temps, c'est un peu comme ça que j'ai commencé, puis j'ai réussi à faire des grandes choses grâce à ça. Fait que continue. Tu as tous les ingrédients pour te rendre au bout. Ouais, Tu as c'est déjà répondu à la question suivante que j'allais poser, mais on va y aller pour nos trois autres interlocuteurs. Est-ce qu'il y a un moment définitif où vous vous rappelez un souvenir par rapport à l'UTMB que vous vous êtes dit, OK, là, je veux la faire. Tu sais, Guillaume, tu l'as dit, de voir ce départ-là tout de suite le lendemain, le soir même, tu regardais comment on se qualifie. Elisa, Alexis, Julie, est-ce qu'il y a un moment comme ça dans votre parcours de trailer où vous vous êtes dit, OK, là, ça devient un objectif, puis là, on l'essaye? Julie? Ben moi aussi, tu sais, j'écoute toujours les courses depuis plusieurs années, les courses de l'UTMB. Moi, je pleure au départ, je pleure aux arrivées. La télé est on toute la journée. Fait que, tu sais, on adore ça. À ma première année de course, j'avais pas vraiment misé sur des courses by UTMB. C'était pas nécessairement dans mes objectifs, mais tu sais, c'est quand même une course de rêve, là. Tu sais, c'est un rêve pouvoir faire ça. Puis c'est quelque chose que
j'espérais, mais que j'y croyais pas tant que ça. Puis quand l'UTMB a mis une première course by UTMB au Canada, c'est là que j'ai quand même envisagé, je me suis dit, ah, ben, je pourrais aller chercher des Stones là-bas. Puis c'est en Colombie-Britannique, fait que c'est une place qui me plaisait d'aller. Parce que, tu sais, des fois, faire un voyage juste pour aller chercher des Stones puis faire une course éventuellement, tu sais, c'est beaucoup de sous, c'est beaucoup d'implications. Puis moi, j'ai fait mon fellow en Colombie-Britannique, fait que ça me plaisait beaucoup d'aller là. Fait que j'ai décidé d'aller faire la course. Puis, tu sais, l'idée, c'était de ramasser des points pour les mettre dans le tirage. Puis j'étais quand même inquiète de, tu sais, une course, que ça soit pas suffisamment de points pour être pigé. Puis là, tu sais, là, je m'étais comme mis dans la tête là, avec cette course-là que là, ça m'intéressait maintenant l'UTMB. Fait que je m'étais d'emblée inscrite pour la course by UTMB au Mexique qui était au mois de novembre. Fait que je m'étais dit avec deux courses, là, peut-être que là, je commence à avoir assez de points pour statistiquement être pigé. Puis, fait que c'est ça. Fait que je me suis rendue à Whistler, puis là, j'étais quand même bien décidée. Puis la dernière fois qu'on s'est parlé, quand j'ai fait le podcast, il y a à peu près un an, jour pour jour, j'avais jamais couru un 100 km encore. Puis là, j'étais à la recherche de ma Pain Cave. Puis là, je m'apprêtais à courir le Fjord 100. Puis après ça, je faisais l'UTHC 125. Puis à la suite de ça, je m'en allais à Whistler. Fait que là, c'est pas un 100, mais c'est comme un 100 equivalent pour l'UTMB, là, parce qu'avec le ratio dénivelé, ils considèrent que c'est un équivalent de 100 km. Puis là, quand je suis arrivée à cette course-là, j'étais quand même vraiment fatiguée, là, parce que j'avais en 2 mois fait ces 300 km-là en 2 mois. Fait que là, j'étais arrivée, j'étais vraiment fatiguée, puis je m'étais dit, ben, tu sais, je vais essayer. Si je vois que j'ai une chance d'avoir un podium, je vais pousser. Puis sinon, ben, je vais être relax, je vais ramasser mes sondes. Puis le mois d'après, ben, un mois et demi après, ben, j'irai en ramasser d'autres au Mexique. Puis là, finalement, quand j'ai vu que là, j'étais capable d'avoir un podium, j'ai vraiment poussé. Puis j'étais tellement brûlée à la fin de la course, mais tout ce que je pensais dans ma tête, c'est je peux pas refaire un autre 100 un mois et demi plus tard. Là. Il faut que je gagne ça puis que ça se finisse. Puis que là, je prenne un peu de repos parce que là, je voulais vraiment faire les TMB, mais là, un autre 100, c'était rendu vraiment trop. Fait que là, c'était vraiment rendu dans ma tête, puis là, je l'ai eu, puis là, j'étais bien contente. Fait que la motivation pendant la course est devenue à la fois d'aller chercher un podium, parce qu'on le sait dans ce système-là, un podium ou une cote équivalente. Donc, il y a des subtilités selon les courses, mais des fois, au-delà du podium, si on obtient une certaine cote de performance, on peut y accéder directement. Dans ton cas, tu es allé pour le podium en te disant, j'ai mon accès direct et j'ai pas besoin de courir un autre 100 km dans un Je vais mois. pas faire un quatrième 100 C'est km. d'une pierre deux coups, c'est ça? C'est ça. Mais là, j'ai vu parce que je suis allé revoir, parce que je voulais voir chacun, vous étiez allé chercher où vos stones pour dire les bonnes informations, tu sais. Puis j'ai vu que tu as aussi participé à l'Istria 100. Je me rappelais pas, mais je me rappelais d'avoir suivi cette course-là puis d'avoir vu que tu avais très bien fait là. Ça veut-tu dire que tu as déjà un accès pour l'UTMB 2026? Ben oui, chanceuse de même. Fait que dans le fond, moi, Ben, le chanceuse, ça a pris des performances pour y arriver. Oui, oui, oui. Effectivement. Fait que dans le fond, j'ai eu ma place pour 2025. Puis j'ai bien hésité à quelle course faire parce que là, j'avais l'option de faire la CCC ou faire l'UTMB. Puis là, j'ai vraiment hésité. Là. Puis là, quand je parlais à des gens raisonnables comme mon chum, les gens autour de moi, puis là, ils me disaient, ben là, 100 km, c'est à distance, c'est à l'aise, tu commences à en avoir fait plusieurs. Tu sais, fais le 100 km, puis si ça va bien, tu feras autre chose. Puis quand j'en parle à d'autres amis, avec un petit niveau de zèle un peu plus élevé, comme mes amis des cute. Fait que là, je leur disais, devrais-tu faire la CCC ou l'ITMB? Ben là, les gars me répondaient, voir que tu te poses la question. T'as l'option de faire la grande boucle, puis tu choisirais la CCC. Fait que finalement, j'ai choisi la CCC parce que je me suis dit que je serais terrorisée tout l'été par l'ampleur du défi. Mais quand j'ai eu ma place pour 2026 en me qualifiant pour Istria, ben, c'est un peu réglé la question parce que l'année prochaine, si la tendance se maintient, ben, je manquerai pas ma chance sur l'UTMB. Fait que dans le fond, t'avais une question, un ou l'autre, tu vas avoir les deux. Fait que tout le monde est content. Ça. Ton chum, tes amis C'est sont ça. raisonnables, sont contents parce que tu as choisi la CCC cette année. Puis tes potes des cute, ben, ils ont raison. Ça va être l'an prochain que ça va se passer. C'est ça. C'est excellent. C'est sûr que cette gang-là, puis tu sais, je voyais Elisa sourire quand tu parlais. On les côtoie, on les aime, cette belle gang-là des cute. C'est sûr que pour se craquer, c'est les meilleurs. Pour faire des choix raisonnables, un peu moins. Puis je pense que c'est ça qu'on aime. C'est pour ça qu'on revient au cute. Puis qu'on est content de savoir à chaque fois. C'est qu'on a des conseils déraisonnables de gens qui savent exactement dans quoi on s'embarque. Donc, en arrière de ça, il y a quand même une bienveillance, là, c'est sûr.
Ben oui, puis c'est bon pour la santé mentale, tu sais, on est tous un peu fous, mais dans ce groupe-là, on peut toujours trouver quelqu'un qui est un petit peu plus fou que Ouais. nous, fait que ça nous conforte. Exact, exact. Tu peux parler de 100 000. Puis en ce moment, il y a Robin qu'on salue, Robin Mayotte, qui était venu au podcast en début Oui. d'année, qui avait charmé tout le monde par son humour unique. Puis qui, au moment où l'épisode va paraître, va avoir terminé, parce qu'on n'a aucun doute qu'il va la terminer, sa Bigfoot 200 miles. Fait que tant que Robin est là, le choix de l'UTMB ou CCC, c'est raisonnable dans les deux cas. Voilà. Toi, Alexis, as-tu un souvenir qui te vient en tête quand on parle de l'UTMB, d'un moment qui a un déclic, un déclencheur? Ouais, première année de course, j'étais allé au Festival de films de Banff. Puis cette année-là, il y a un film de North Face qui était sorti avec Tim Olson. Puis bon, c'est une autre époque complètement maintenant quand on regarde en arrière, mais ça s'appelait Curiosity. Puis c'était sur l'UTMB, la gang de l'équipe de North Face qui allait faire l'UTMB. Puis quand j'ai vu ça, je me suis dit, OK, c'est sûr que je vais y aller à un moment. Ça a pas donné un peu comme beaucoup de gens, je suis aussi à la quête de la loterie de la Western States. Fait que présentement, je focus mon attention là-dessus. Mais quand l'occasion s'est présentée à faire la TDS, je me suis dit, bon, ça va permettre d'y goûter un peu puis de voir à quoi ça ressemble sans faire le mythique UTMB, qui va être clairement encore sur la bucket list pour plus tard. Mais c'est vraiment, ça a toujours été dans le rétroviseur d'aller faire l'UTMB. Tu savais que tu allais le vivre à un moment donné, là. Ouais. Puis, est-ce que le fait de le vivre en rôle double comme ça, à la fois coureur pour la TDS en début de semaine, le départ est lundi prochain, mais également à la fois comme employé d'Oka, est-ce que ça ajoute à l'expérience? Est-ce que tu sens que ça va faire une grosse semaine, ça va être beaucoup? Est-ce que tu réussis un peu à départager ton cerveau puis te focusser vraiment sur ta course à toi? Mais il y a toujours dans le rétroviseur le fait que hey, le lendemain, il faut que j'aille travailler. Ouais. Ben c'est sûr que c'est toujours là. J'ai bâti un peu mon objectif de temps sur le fait qu'il fallait que j'aille travailler le lendemain. Euh, non, ça va être cool. Ça va permettre de vivre l'expérience UTMB aussi complètement. Faut qu'on a un plan un peu comme toi, où on va suivre l'UTMB sur une partie. Au cas où on a une cheer station qui est rendue fameuse maintenant, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. Fait qu'on va être là avec une gang, puis on va aller encourager les athlètes là. Fait que ça va être cool de vivre un peu les deux côtés où je vais être complètement brûlé puis exploser de ma course. Je pense qu'il va falloir que j'amène mes bâtons pour monter en haut à cheer station. Mais en même temps, je vais pouvoir continuer à vivre l'excitation de la semaine de l'UTMB puis d'encourager tous les autres athlètes qui vont faire la course. C'est la beauté aussi de cet événement-là. Tu sais, je pense que vous l'avez déjà vécu, Guillaume, tu disais que tu avais déjà été là-bas sur place. Je pense qu'Alexis aussi, tu déjà été à Ouais, l'UTMB. Une des beautés de cet événement-là, c'est que toutes les épreuves sont pas la même journée. Fait que, tu sais, quand tu es dans une épreuve, dans un événement où tout est en même temps, ben, des fois, tu demandes à ton crew, hey, un tel, ça va comment sur telle course? Là, dans ce cas-ci, la TDS est en début de semaine. Ensuite, il y a d'autres distances. Le jeudi, c'est l'OCC. Donc, Elisa et moi, on va vivre un gros jeudi, mais après ça, on va pouvoir suivre le reste de la course, le reste de la fin de semaine, les autres épreuves. Même chose pour la CCC. Moi, j'ai un souvenir d'être dans ma CCC, de la terminer, puis tout de suite regarder qui mène l'UTMB en cours, parce que j'avais fini dans la nuit, puis l'UTMB était commencé dans la soirée, d'essayer d'aller dormir, mais de me mettre un cadran alors que je suis supposé récupérer et dormir, juste pour voir où ça en est rendu, puis de voir Mathieu Blanchard puis Kylian Jornet se tirer comme ça l'un l'autre jusqu'à la fin. C'est la beauté de l'événement. Donc, on sera tous un peu cassés pour suivre Guillaume sur l'UTMB, mais on sera tous là. C'est la beauté de cet événement-là. Donc, très cool, Alexis. Ça va être une belle semaine pour toi aussi. Elisa, de ton côté, est-ce qu'il y a un souvenir qui vient avec l'UTMB, un moment, un déclic, un déclencheur? Ben, je dirais un peu comme Julie, j'ai pensé pas du tout quand j'ai commencé le trail là, c'était vraiment moi sur des courtes distances. Je fais beaucoup de 25 là sur 2 ans. Puis c'est plus en suivant les gens du Québec qui allaient de plus en plus en fait à l'UTMB, donc mettre en avant surtout Mathieu et Marianne où j'ai commencé plus à m'y intéresser. Euh, et beaucoup suivre aussi le parcours de Mélo là, de voir comment elle allait à l'OCC, toute l'expérience et tout autour de ça, comment elle se qualifie, etc. Et j'ai un peu regardé les courses, comment ça fonctionnait. Et je me suis dit avec le niveau que j'ai, je pense que je peux me qualifier directement.
Et c'est pour ça que je suis allée vers Canyon Endurance Race l'année dernière, qui était le major d'Amérique du Nord l'an dernier. Donc, ce qui permettait d'être qualifié automatiquement si on faisait un top 10. Donc, c'était vraiment ça. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et c'est après ça que je me suis dit, bon, bah, maintenant, j'y vais. C'est dans 1 an et demi, mais j'y vais. Et, euh, et voilà. Et moi, c'est aussi le fait ce qui me motive à y aller, bah, c'est le fait aussi de rentrer en France, donc de voir ma famille. Donc, c'est un gros voyage aussi que je fais là. C'est pas juste faire un aller-retour sur une semaine là. C'est aussi rester longtemps. Donc, c'est ça. Et surtout vivre l'expérience. Je vais vivre ma course là. Mais comme vous dites, c'est surtout vivre le vendredi, le samedi et le dimanche, toute l'ambiance qu'il va y avoir après. Puis tu le disais, tu faisais beaucoup des 25 km, tu étais dans ces ranges de distance-là. Puis c'est drôle, quand tu as terminé le QMT, on se parlait juste un peu après, puis tu disais, bon, là, maintenant, il faut que je me prépare sur un autre 50, mais beaucoup plus long. Dans ton processus, quand tu as bâti ta saison 2025, je suppose qu'il y avait aussi ce souci-là d'aller gagner en expérience sur des épreuves un peu plus longues. L'année passée, on t'a vu briller au défi des couleurs, des épreuves qui se faisaient en moins de 60 minutes. Là, dans ce cas-ci, l'OCC, je sais pas par cœur du côté féminin les chronos, mais c'est beaucoup plus long que ce qu'on peut vivre sur un 25 km et même ce qu'on peut vivre sur un 50 km au Québec. Tu avais mis le trail de la clinique du coureur comme jalon, tu avais mis le QMT. Ça faisait partie de cette réflexion-là d'aller gagner de l'expérience dans ces distances-là? Bah oui, exactement. Bah même le premier jalon que finalement j'ai pas fait à cause d'une fracture de stress, mais c'était Desert Rats. Mhm. Donc début avril qui était bah 50 km mais assez roulant. Donc oui, je fais la distance 50 mais en 4 heures, 4 heures et demie c'est fini. Donc bah finalement je l'ai pas fait. Et ensuite oui, c'était ça de me faire la clinique. Là, la clinique c'était vraiment bah c'est un autre 50 mais c'est plus du temps sur les jambes parce que niveau temps, je savais que ça allait me prendre plus de temps que le QMT par la technicité. Bah finalement ça s'est mal fini, j'ai arrêté à 30 km. Donc le QMT oui, c'était vraiment pour moi important de me prouver que je pouvais faire un 50 km. Ce que j'ai réussi, mais je me dis que j'ai encore très peu d'expérience sur la distance. Et donc là, le 7 km de plus et surtout le presque 1500 mètres de dénivelé positif de plus, ça va être dur là, mais bon, je vais m'entraîner pour ça et m'entraîner comme je peux là et j'espère aller au bout. Enfin, c'est vraiment l'objectif. Donc voilà. Il y a toujours, quand on augmente les distances, ce moment-là où on entre dans une nouvelle zone. Je sais pas si Julie, ça te faisait ça. Tu sais, les premières fois qu'on approche du 100 km, la première fois que tu dépasses le kilométrage que tu as déjà fait ou la durée de temps sur tes jambes que tu as déjà fait. Moi, je me rappelle regarder ma montre puis faire, oh, 8 heures, peu importe c'est quoi. Oh, j'ai jamais fait ça, moi, courir pendant 8 heures. Puis là, ça augmente. Puis là, tu dis, OK, ça va pas si mal, mais c'est comme une zone inexplorée que c'est intéressant de le découvrir. Toi, Elisa, dans ton cas, tu vas en découvrir une partie, en tout cas, en termes de distance et en termes de temps sur les jambes, sur l'OCC. Tu parlais de la clinique du coureur. Je me permets de le mentionner parce que c'est un partenaire aussi de la série sur les sentiers de Chamonix, mais je trouve que c'est une bonne course, le trail de la clinique du coureur, en préparation à autre chose. C'est un niveau de compétition qui est énorme, donc je pense que beaucoup d'athlètes élites le mettent comme jalon important, mais c'est tôt dans la saison, puis pour des coureurs peut-être comme Guillaume et moi qui sommes plus des mid-packers, des gens qui visent pas nécessairement un podium à l'UTMB, dans tous les cas, c'est un événement qui est ultra technique, qui est long en termes de durée, comme tu le disais, Elisa, puis qui est une bonne préparation pour des projets plus tard dans l'année. Je sais pas, je sais que Guillaume, tu l'as déjà fait, je pense, la clinique du coureur. Julie, tu Ouais. l'as déjà fait par le passé aussi. Je me trompe, je pense que c'est quand même un excellent jalon de début de saison pour se casser les jambes puis participer à un bel événement. L'année passée, je l'avais fait comme entraînement. Je- Moi, j'étais inscrit au TP100 en Gaspésie. OK. Puis, je pense que c'était une semaine avant la trail de la clinique du coureur. Ouais. Puis, je pense que je m'étais inscrit 7 jours avant. J'avais réussi à trouver un dossard. Puis, je m'étais dit, je vais le faire comme un entraînement pour la Gaspésie. Fait que j'étais parti de Montréal à 4 heures du matin. J'étais descendu à Québec. Il pleuvait toute la journée. Fait que j'ai fait la course. J'étais tout seul. J'avais pas de ravito, personne pour me suivre. Puis, je suis revenu le soir même. Mais c'est une bonne course de Je préparation pense que cette avec journée-là la... complète est une préparation pour l'ultra en termes de Ouais, ouais, durée d'éveil, de se lever c'est ça. très tôt, de s'asseoir dans un Ouais. char 3 heures après un 50 kilos. C'est ambitieux. C'est une bonne préparation pour la Gaspésie parce que j'ai eu de tout, là. J'ai eu de la boue, j'ai eu des levées assez tôt, puis ouais, c'était assez complet.
C'est une bonne préparation de début de saison. Julie, tu étais là aussi, je pense, cette édition-là, où c'était assez extrêmement mouillé. Il y en avait plus beaucoup, fait que c'était un bon défi de début de saison. C'est quand même moins pire que du chaîné, là. Ben, ça, c'est sûr. Cette année du Chénet, je pense que ça va comme devenir le standard qu'on n'est pas obligé d'égaler dans le futur, mais ça, Si t'as pas je de pense l'eau que c'est du jamais mi-cuisse, vu. c'est pas T'es-tu là aussi, c'est pas de la Alexis, cette boue. année du Chénet? Non, mais au moins du chaîner, c'est courable. Oui, c'est ça. Ben là, je sais pas Les si ça l'était coureurs, tant même que ça. s'il fait beau, c'est une randonnée. Ouais. C'est un bon point. Fait que on salue les amis de la clinique du coureur. J'y pensais parce qu'Elisa t'en parlait, puis j'ai su entre les branches. Je sais même pas si j'ai le droit de dire ça, au pire Blaise me chicanera, mais il y a de quoi de beau qui se prépare dans leur jalon pas leur jalon, mais dans leur créneau des événements. Fait que bref, on lance ça dans l'univers. Euh, on est rendu à un segment avant la petite pause pour le message des partenaires qui est nouveau, vous êtes les premiers à y participer dans l'histoire de Pas sorti du bois imaginé. C'est la question Gear présentée par On, parce que le fabricant suisse, encore une fois cette année, est le partenaire. Cette année, sont même le partenaire officiel de la série sur les sentiers de Chamonix. Donc, on les remercie. On qui vont me vêtir pour cette série-là. Et j'aurai certainement l'occasion de parler avec des athlètes aussi de On qui participent à l'UTMB. La question Gear, c'est une question qui va être toute simple, mais qui concerne un sujet très chaud à l'UTMB, c'est-à-dire le matériel obligatoire. On le sait, la liste est longue. C'est normal quand on se lance dans des épreuves aussi costaudes en haute montagne où les températures changent, mais la question est la suivante, puis on va le faire en mode tour de table. Parmi toute la liste de matériel obligatoire de votre épreuve, quelle est la pièce d'équipement essentielle selon vous que vous allez utiliser? Parce qu'on s'entend, si je pose la question, c'est quoi le gear que vous allez utiliser? L'espadrille est assez facile. Tout le monde va en avoir idéalement. Je pense pas qu'il laisse courir les gens du pied. Mais parmi toute la liste de matériel obligatoire, je ne sais pas si vous avez même commencé à la regarder, à regarder qu'est-ce que vous allez avoir besoin là-dedans. C'est quoi la pièce de gear que vous allez avoir besoin, assurément? Alexis, tu disais que tu avais vu la liste de matériel obligatoire. Je te lance la balle en premier. Ouais. Euh, D'après moi, ça va être le manteau imperméable. Les chansons que je vais que ce soit juste pour me garder au chaud ou je le souhaite pas, mais que s'il fait un temps mauvais, c'est sûr que je vais en servir. Quand j'étais là en 2023, c'était une année épouvantable. Il neigeait. Nico Dam qui l'a fait Ouais. cette année-là. Il- je pense il a fait le tort des géants aussi, puis Oui. ça doit être les deux pires courses qu'il a faites de sa vie. Tu sais, quand tu pars. Tu pars du bel été québécois pour te rendre à Chamonix pour aller jouer dans la neige. Je sais pas exactement ce qu'on a en tête quand on s'en va faire une course. Je pense que ça va être la pièce qui va être le... Je sais déjà où je vais la mettre dans mon sac, bien accessible, C'est honnêtement. ça, parce qu'il y a des fois, il y a des pièces de matériel obligatoire qu'on doit traîner, puis c'est vraiment correct, mais c'est en cas d'urgence, puis on peut la mettre plus loin dans le sac, mais celle-là, je pense que c'est mieux de la garder proche. Puis moi, c'est la seule course que j'ai faite dans ma vie qui a des standards décrits sur le manteau, pas juste ça prend une capuche, des fois c'est ça qu'on voit au Québec. Là, il y a des unités de mesure, je me rappelle plus lesquelles, mais je me rappelle être arrivé au courant nordique en disant peux-tu m'aider? J'ai aucune idée c'est quoi ces chiffres-là. Puis il m'avait trouvé le bon manteau à l'époque. Mais c'est important parce qu'ils surveillent. Puis moi, je me rappelle, quand ils font le check-up, quand tu vas chercher ton dossard, ils te demandent pas l'ensemble du matériel obligatoire, mais ils demandent au hasard de sortir 6 éléments sur la vingtaine qui sont obligatoires, puis il faut que tu les aides, puis ils surveillent. Puis moi, je me rappelle le manteau, il avait regardé, puis il savait pas si c'était les bonnes affaires. Fait qu'il sort son sel, puis il se met à checker. Là, j'avais chaud. Tu te dis, là, j'étais à Chamonix. Je veux dire, mon départ est dans moins de 12 heures, puis là, ça se peut que mon manteau soit pas correct. Jamais c'était correct. Je veux pas vous stresser, mais surveillez ça. Ceux qui écoutent, ceux qui sont même devant moi en ce moment, les 10 000, 20 000 unités de je sais pas quoi, faut surveiller ça. Ouais. Ouais, puis ils ont Euh, beaucoup serré la vis aussi. Je pense que c'est Vincent Bouillard l'année dernière qui avait... c'était le kit chaud, puis son autre lit, je pense, d'hydratation, c'était un sac Ziploc. oui. Fait que, tu sais, c'est le genre d'affaire sur laquelle l'UTMB a vraiment serré la vis. Fait que, Ouais. ouais, c'est important, le matériel obligatoire d'y porter attention, même si on a l'impression de partir en camping avec tout ce qu'on a dans notre sac à dos. Tout le monde a les mêmes règles, fait que c'est ça qu'il faut se dire. Ça me rappelle une anecdote que je me permets de raconter, mais Kylian, la première fois qu'il l'a remporté en 2008, c'était la grosse surprise. Tu sais, à l'époque, le trail, c'était un sport de montagnard. Les années d'avant, c'était Marco Olmo qui avait 50 ans qui gagnait. Le jeune Catalan de 18 ans qui court avec une belt, puis genre un 500 ml et c'est tout. Puis l'année suivante, l'UTMB avait obligé la veste d'hydratation, mais il n'avait pas dit la taille
Donc, Kylian s'était fait faire par Salomon un porte-clés, gros comme, je sais pas, moi, un petit carré 3 pouces par 3 pouces, une mini veste d'hydratation qui rentrait dans sa poche. Puis il avait pu courir, il devait être le seul sur l'UTMB à pas avoir une veste, mais il avait, il avait, il avait respecté la règle. L'année d'après, ils ont demandé une veste qui peut porter X nombre de litres d'eau et tout ça. Fait que voilà, n'essayez pas d'en passer une petite vite à l'UTMB. Elisa, de ton côté, c'est quoi la pièce de matériel obligatoire que tu penses que tu vas assurément utiliser sur ton OCC? Euh, je pense que ça va être mon smartphone pour écouter de la musique ou des podcasts parce que je pense que je vais trouver le temps long. C'est excellent. Tu feras attention, ça, parce que ça te prend des écouteurs spéciaux. Faut que tu portes tes Shocks parce qu'ils te laissent pas Ouais, porter des écouteurs. Pas le droit aux ouais, AirPods. non, bah j'ai prévu les chocs là, mais je regardais le reste du matériel et j'étais en mode bah tous les autres trucs c'est un peu plate de dire ma gourde, mon gobelet. Du coup, Mais là, vous avez dit quand même deux bonnes choses. On va laisser la ouais. chance à Guillaume et Julie d'un coup qu'il faut qu'ils nomment ça parce qu'on a déjà nommé deux très bonnes affaires. De ton côté, Julie, c'est quoi la pièce que tu penses que tu vas utiliser? Mais moi, j'aimerais dire que je vais utiliser presque rien de mon sac. Je pense, j'aimerais utiliser le moins possible. Le Ouais. manteau, il va faire beau, là, je pense pas que je vais l'utiliser. Tout le stock, les leggings longs, les overpants, tu sais, il y a vraiment beaucoup de matériel. Là, je prévois rien utiliser de ça. J'aimerais dire que je vais pas utiliser ma lampe frontale. Mais je pense que j'aurais pas le choix parce que le départ est trop tard. À Estrie à 100, par exemple, on partait assez tôt que j'ai réussi à faire mon 112 km sans utiliser ma lampe frontale. Fait que ça, c'était le fun en Titi. Mais là, je pense que je vais devoir dire que je suis obligée d'utiliser ma lampe frontale. Là, t'es habitué, t'as fait ta Ricana 125. Là, c'était sûr de l'utiliser. Mais Ça, écoute, il n'y a je te pas de le souhaite de problème. pas l'utiliser. Je te le souhaite parce que ça va Ça serait vouloir dire vraiment que le tu vas fun. Mais probablement déjà, remporter la course parce que ça voudrait dire rentrer ça en dedans de ouais. 12 heures. Oui, c'est ça. Fait que là, déjà l'idée, mon ami m'a mis dans la tête d'arriver avant minuit pour pas que mon carrosse se transforme en citrouille. Mais même si j'arrive à minuit, je vais quand même être obligée d'utiliser ma lampe frontale. Mais ça me fait pas peur tant que ça, parce que, tu sais, déjà, quelqu'un qui a fait des chic-chocs au Québec, là, ça ressemble quand même en petit, là, la liste Ouais. d'équipements. C'est pas, il y a pas grand-chose de plus. Peut-être qu'ils surveillent moins les particularités du manteau puis tout ça, mais ça ressemble à ça. Puis quand j'ai couru à Whistler by UTMB, il y avait tout ce matériel-là, puis il y avait le Cold Weather Kit qui était Mhm. activé cette journée-là. Fait qu'il fallait que je me trouve, dernière minute, parce que j'avais pas prévu, trouver un magasin de sport pour avoir des protective eyewear, donc des lunettes de squash que j'avais mis dans dans mon sac à dos, des gros gants. Fait qu'il avait fallu ajouter tout le matériel supplémentaire dans mon sac à dos. Mais comme bonne québécoise, j'étais la seule en short, pas de gants, absolument rien utilisé de ça. Fait que T'habitues, ça nous autres, aux devrait, frettes. c'est ça, on devrait être correct, pas trop utiliser cet équipement-là autant que possible. Mais c'est bon que tu le mentionnes parce qu'il y a ça à l'UTMB, tu as le matériel obligatoire, puis après ça, tu as deux kits, le kit chaleur et le kit grand froid. Je sais pas si c'est encore le nom qu'ils utilisent, mais bref, c'est des kits qui peuvent dire, même la veille de la course, bon, on l'active parce qu'il annonce X degrés, fait que c'est du matériel supplémentaire qui s'ajoute. Donc, c'est important de bien surveiller ça parce qu'il, bien sûr, il disqualifie si on ne l'a pas. Donc, Guillaume, de n'oubliez ton pas votre côté, chapeau Sahara. oui, Si, exact. si jamais c'est activé, tout le monde n'a pas ça dans sa valise de voyage, un chapeau Sahara. Fait que prévoyez ça au cas où qu'il fasse très chaud. Mais sachez que moi, j'avais trouvé un chapeau Sahara qui est juste un ajout de la petite palette Sahara à une calette normale. Ça se vendait au corps nordique à Ouais. l'époque. C'était un genre de un bandeau, un genre de cerceau que tu intègres à ta casquette existante. Puis tu as juste la petite floppy en arrière qui te protège le cou. Fait que sachez que ça existe. Si je me trompe pas, c'est Salomon qui fait ça. On les salue. Guillaume, de ton côté, c'est quoi la pièce de matériel obligatoire que tu vas utiliser? Toi, tu es celui qui a la liste la plus longue de matériel obligatoire. J'avais même pas regardé encore la liste, puis là, je viens de la voir, puis je vois que ça parle d'une somme minimale de 20 euros. J'espère ne pas avoir à utiliser ça euh, pour un taxi ou peu importe, hein. Non, mais euh, je, je pense que ça risque de la vaseline. J'ai, je pense que toutes les longues courses que j'ai faites à date, mes pieds finissaient pas très jolis. Donc, la vaseline m'a souvent sauvé. Puis sinon, sur mon premier 100 en Californie, j'ai pas assez proche de l'hypothermie. Fait que la seconde couche, là, je pense qu'il y a une couche Ouais. plus chaude là, qu'il faut avoir. Là. Ça m'étonnerait pas que j'aille à l'utiliser. Surtout si je cours 2 nuits de temps. Puis
c'est ça. Ça risque d'être pas mal ça. Un des C'est deux. très, c'est très bon. Donc, c'était la question gear présentée par On. J'ai le goût d'en poser une deuxième parce que ça m'est venu en tête. Je pose souvent dans mes questions éclairs, bâton, pas de bâton. Tour de table rapide avant qu'on prenne la pause. Est-ce que vous allez utiliser les bâtons à l'UTMB, Alexis? Bâton. Bâton. Julie? Oui, bâton. Bâton. Guillaume? Bâton. Elisa? Non, Non. non, jamais fait. J'ai pas le temps. C'est pas le temps d'essayer pour la première fois. Non, mais j'ai regardé les premières positions. Ils prennent pas de bâton. Je vais pas prendre de bâton. Voilà, j'adore la stratégie. On se laisse influencer par ça en avant. Faut dire qu'en Ouais, avant du peloton à la OCC, ça va vite pas mal. Fait que le bâton, ça non, fait c'est juste ça. perdre du temps et de la vitesse. Mm. Donc, merci à vous quatre pour ce tour de table. Donc, on s'en reparle de l'autre côté parce que je vais vouloir qu'on parle de votre préparation et surtout de vos objectifs pour cette course-là. Fait qu'on se prend une mini pause pour le message des partenaires puis on se retrouve de l'autre côté. L'équipe Simpson est partenaire voyage de la série et cette année, le regroupement de courtiers hypothécaires de l'ultra-marathonienne Stéphanie Simpson nous emmène à Chamonix pour l'UTMB. Steph, est-ce que l'achat d'une propriété peut vraiment ressembler à la course? Oui, mais c'est pas vraiment comme une sortie relax en zone 1, là. C'est plutôt comme un ultra. C'est un long parcours, il y a plein de décisions importantes, il y a des sections techniques, puis parfois, il y a une coupe de coups durs puis des imprévus. Mais la bonne nouvelle, c'est que t'es pas obligé d'y aller tout seul. Avec mon équipe, t'as accès avec une gang d'experts qui va t'accompagner du début à la fin. Un crew qui comprend les enjeux financiers, mais qui comprend aussi l'humain derrière les chiffres. Puis comme je suis moi-même une passionnée d'ultra-endurance, je sais exactement ce que ça prend pour atteindre un objectif ambitieux. Bon, ça a bien du sens tout ça. À quel endroit les gens peuvent te contacter? Visitez le site equipesimpson.com et écrivez-nous. NAC est partenaire de la série Sur les sentiers de Chamonix et pour l'occasion, ils bonifient leur offre habituelle de code promo en t'offrant, attention, 20% sur ta prochaine commande en ligne. Oui, 20% avec le code promo pas sorti du NAC, PASSORTIDUNAAK. C'est pour une durée limitée dans le cadre de l'UTMB sur tous les produits nutrition sur le NAC.com. Tu le sais, NAC c'est la référence en nutrition pour sport d'endurance avec une gamme complète de produits avec des gaufres, des bars, des gels, des boissons d'effort, des purées, des poudres protéinées et même des beurres de noix. Bref, avec NAC, tu te poses pas de questions, tu le sais que tous leurs produits ont le parfait ratio de glucides, de protéines, d'électrolytes et de tout ce que tu as besoin pour tes défis sportifs. Merci à toute l'équipe de NAC. On est de retour avec Alexis, Julie, Elisa et Guillaume pour parler de cette UTMB qui s'en vient vraiment, vraiment très vite. Et là, on entre dans le vif du sujet. Les deux prochains volets, c'est la préparation et les objectifs. Commençons avec la préparation. C'est un défi pour n'importe qui de se préparer pour peu importe l'épreuve. C'est des grosses épreuves, c'est des gros défis, mais en plus, on n'a pas la chance de vivre dans les Alpes ou dans des situations de haute montagne. Donc, il faut adapter nécessairement un peu l'entraînement parce que clairement, il n'y a rien qui nous prépare au Québec pour aller monter pendant 1500 mètres de D+, en continu. Donc, j'ai le goût de vous poser la question, qu'est-ce que vous avez fait comme préparation différente cette année en fonction de cette course? On a bien compris, vous avez de l'expérience dans le trail, mais quand on sait qu'on a ça à la fin du mois d'août, qu'est-ce qu'on met comme pierre pour monter le mur tranquillement puis d'être prêt pour l'UTMB? Guillaume, tantôt tu as terminé la période de questions. Je te l'ouvre en premier. Qu'est-ce que tu as fait de spécifique cette année pour te préparer à l'UTMB? Euh, Ça a surtout été d'augmenter mon volume. Je- Quand j'ai fait mes courses de 100 kilos l'année passée, je pense que j'avais fait une semaine à 100 ou 110, puis tout de suite après, j'étais redescendu. Là, ça fait environ 5 semaines que je suis pas mal à 100. Puis j'essaie aussi d'aller viser comme un 3000 de dénivelé minimum là, par semaine. Fait que c'est surtout ça, là, tu sais, des semaines minimum 100, des semaines minimum 3000. Donc, il y a ça, puis beaucoup de montée-descente de pistes de ski. Là, en ce moment, je me considère pas comme un très bon monteur, un très bon grimpeur. Fait que c'est surtout ça que je travaille. Je descends plus facilement, mais on me quand même dit de pas négliger les descentes parce que les descentes à l'UTMB, c'est ça qui casse les quads. Fait que je pratique aussi des descentes rapides de pistes de ski. Fait que on est là-dedans en ce moment.
Mention spéciale à la descente après le Grand Col Ferret qui fait 21 km de descente en continu. Donc, c'est le temps de faire votre PB demi-marathon. C'est très roulant. Il faut juste faire attention aux marmottes. Moi, c'est là que j'avais failli en avoir une sur la gueule. Puis, tu descends, tu descends. Puis moi, je cours pas de montre. Je sais pas c'est quoi le kilométrage. Fait que moi, je pense que la descente est finie, arriver au ravito. Donc, tu arrives au gros ravito, c'est une grosse base vie. Et ça continue après. Tu sors du ravito et tu descends et tu descends. Fait que quand tu dis que les descentes peuvent impacter, c'est non négligeable. C'est quelque chose qu'on peut pas faire ici, descendre en continu. Sauf peut-être mettre le tapis à inclinaison négative, mais encore là, ça simule pas la même affaire. De ton côté, Julie, qu'est-ce qu'on a fait comme préparation spécifique avec la CCC qui arrive? Pour être honnête, j'ai pas fait de préparation spécifique pour la CCC. Cette année, tu sais, je peux pas dire que c'est un grand rêve pour moi, mais je peux pas dire que c'est nécessairement mon objectif principal de l'année. J'avais quand même trois grandes courses, là. J'ai fait l'Istriaa 100 by UTMB en Croatie au mois d'avril. Après ça, je fais la CCC, puis après ça, je m'en vais faire la traîne du Bourbon, le 100 km la diagonale des Fous au mois d'octobre. Fait que, tu sais, toutes ces courses-là étaient à peu près toutes égales pour moi. Puis j'ai maintenu un peu le même rythme que je fais d'habitude, là, dans le fond, tu sais, avec tu sais, j'ai quand même un bon volume par semaine. Puis, tu sais, moi, dans le fond, je pense que ce qui me définit beaucoup, c'est que je suis extrêmement disciplinée. Puis, tu sais, je l'ai pas dit tantôt, là, mais tu sais, mon travail est très prenant, je travaille beaucoup, mais j'ai aussi deux jeunes enfants à la maison. Puis j'ai aussi un mari traumatologue qui est absent aussi beaucoup de la maison. Fait que bref, ma cédule d'entraînement, c'est pas quand j'ai le temps ou quand je suis en forme. Dès que j'ai un peu de temps, je fit mes entraînements. Puis je trouve que c'est comme peut-être un peu la clé du succès. Plus on est occupé, plus on réussit à en faire finalement, là. Quand j'ai un moment, j'ai pas le choix, je les cédules-là. Puis dans le fond, ce qui définit mes semaines qui sont plus mollo, mais moi, plus mollo, c'est si je suis garde, si mon chum est de garde, si j'ai pas de gardienne. Fait que je fit énormément de choses avec très peu de temps, là. Fait que c'est ça, je suis quand même très disciplinée pour ça. Puis dans le fond, ce que j'ai fait, nous, on a une maison au Mont-Saint-Anne, là. Fait que dans le fond, c'est quand même ma montagne. Fait que des up and down du Mont-Saint-Anne, c'est quand même le mieux qu'on peut faire dans le coin pour faire du dénivelé. Fait que j'en fais pas mal tout l'hiver. Puis après ça, avec une gang d'amis au printemps, on a commencé la saison avec un voyage à Moab, avec un petit stage race, puis un voyage c'était une mise en bouche de la saison de trail. Puis après ça, j'ai toujours un peu la même routine qui est dans le fond, probablement si un coach regardait ça, il serait bien découragé là, parce que comme je vous disais, c'est pas cyclique, c'est comme toujours un peu la même affaire, le plus que je peux faire quand j'ai du temps, puis après ça, quand ça marche plus, ça marche plus. Fait que dans le fond, moi, je fais du commute, je l'avais raconté à l'autre épisode, là, je me rends au travail à la course, puis je reviens, fait que je fais environ une centaine de kilomètres de commute sur route par semaine, incluant le mercredi matin, que c'est le club de course, que là, je fais plus un 25 kilomètres ce matin-là avec la gang. Ce que j'ai intégré de nouveau cette année, c'est que je fais des intervalles au crew. Je pense que vous en avez déjà parlé dans d'autres épisodes, là. C'est un centre d'entraînement sur tapis. Puis moi, j'ai toujours eu de la misère à me motiver à faire des intervalles, là. Donc là, quand je vais là, puis c'est Charles Castonguay qui est là, puis là, il me pousse à faire les intervalles, là, c'est extraordinaire, là, ça marche. Fait que ça, je pense qu'il y a quand même une différence dans la coureuse que je suis d'avoir fait des intervalles. J'en ai profité pour faire le marathon de Boston avec quelques intervalles avant cette année. Mais je l'ai fait une semaine après Istria 100, là, fait que on s'entend plus pour, plus pour l'expérience. Le bucket list. Ouais, c'est ça. C'était plus pour l'expérience, là, parce que évidemment, j'étais pas 100% satisfaite des jambes à une semaine de Istria 100. Puis après ça, ce que je fais pour le dénivelé, le jeudi matin, d'habitude, je fais des up and down du relais. Fait qu'un 6 à 8 de up and down du relais avant d'aller travailler. Puis la fin de semaine, je fais des longues, là. Fait que c'est quand même pas rare que je fais deux longues, sinon au moins une longue la fin de semaine avec quand même pas mal de dénivelé. C'est ça. Fait que c'est la routine qui est pas mal ça à chaque semaine. Puis rien de différent finalement pour la CCC par rapport aux autres courses. Ben, c'est excellent. Alexis, de ton côté, comment on se prépare pour la TDS? Moi, c'est vraiment la descente que j'ai mis sur mon radar. Je suis quelqu'un qui grimpe assez bien. Je pense un certain talent naturel à grimper. Fait que j'ai la chance d'habiter à Bromont. Fait que ça a été beaucoup de up and down de la montagne. La Brome, qui est comme la piste de montée principale, je la connais par cœur maintenant. Fait que j'ai fait ça, puis souvent j'essaie de faire des doubles où je vais aller faire un peu comme Guillaume disait, là, descendre rapidement la montagne.
Puis après ça, le soir, je vais me faire du vélo, soit en intervalle ou une sortie en côte en vélo pour aller bâtir un peu de résistance musculaire, de l'endurance musculaire pour reprendre le lendemain avec peut-être une séance d'intervalle, mais toujours avec l'optique de faut apprendre à encaisser les descentes. Fait que c'était pas mal de up and down avec des longues la fin de semaine où je rajoute de la charge pour encore une fois juste apprendre au corps à résister à la descente, là. Puis est-ce que tu as fait des combinaisons de gros entraînements, ce qu'on appelle souvent des week-end shocks de 2, 3 jours consécutifs, de mettre une grosse charge pour simuler avec un peu plus de repos qu'une course de 100, 150 km, mais quand même simuler un volume immense en peu de temps? Ouais, au début de l'été, j'ai fait pas mal c'est ça, je faisais des combinaisons vélo-bike avec des grosses fins de semaine d'entraînement. Ça a pris le bord un peu il y en a qui le savent peut-être. J'ai été frappé par une auto en vélo. Fait que m'entraîner sur Zwift en vélo l'été dans le garage, j'ai un peu moins la passion. Fait que ça a été plus de week-end à la course. Puis étant donné que je sais, ça fait assez longtemps que je le fais que je connais ma limite. Fait que tu sais, j'y vais jusqu'à ce que je suis capable d'encaisser. Puis après ça, mais je me dis que ça va tenir jusqu'à TDS. Est-ce que suite à cet accident-là dont tu parles, ben, nécessairement, tu as eu peur, pas juste pour tes objectifs de course, pour ta vie, mais dans ce cas-là, une fois que ça est écarté puis qu'on le sait que ça va bien aller, est-ce que en ce moment ça t'impacte encore physiquement, cet accident-là, dans tes entraînements, dans ta préparation? Non, mais là, j'ai encore le bras dans le. Ben, au moment où l'épisode va paraître, j'ai plus le bras dans le plat. Ah, ben voilà, Mais on est dans le jusqu'à futur. tout récemment, avant l'épisode, j'avais encore le bras dans le plat. Fait que je dirais que ça n'a pas impacté beaucoup, mais ça a réduit un peu, c'est ça, la charge que j'étais capable de faire à vélo m'aidait quand même grandement à rentrer juste de l'endurance du volume qui impacte pas puis qui risque pas de blessure. Ouais, ben, intéressant. Elisa, de ton côté, comment on se prépare pour l'OCC en vivant au Québec? J'ai pas forcément augmenté mon volume en course à pied parce que je réagis pas bien à ça. Je fais quand même beaucoup de vélo à côté. En vivant vraiment à même Québec, je pense que c'est un peu comme Julie, la semaine, ça va être sur la route en fait. Sur la route et moi qui viens de la route, je fais toujours 2 entraînements d'intervalle sur route. Je pense que ça aide surtout pour tout le côté puissance parce que j'adore ça en fait. J'adore aller vite. Et par contre le week-end, j'essaye vraiment d'aller en sentier, de courir les 2 jours en sentier et de faire des up and down là comme l'a dit Julie. J'étais à Orford le week-end dernier. Là, je vais aller au Mont-Sainte-Anne. Donc c'est ça et un entraînement en musculation aussi spécifique 2 fois par semaine que j'ai demandé à Charles Castonguay de me le faire pour vraiment travailler ce côté excentrique. Donc je pense que c'est efficace parce que j'ai commencé la semaine dernière, j'ai été raquée toute la semaine. Mais là ça va donc c'est ça, c'est aller le week-end faire des up and down et faire de la muscu, être régulier et après je pense dans tous les cas on aura quand même mal des longues montées et des longues descentes en fait on se prépare on se prépare au mieux mais ça sera jamais idéal que si on vivait dans les Alpes ou dans les Pyrénées ou proche des Rocheuses. Non, clairement. Tantôt, Guillaume, tu le disais, tu es coaché par Anne Champagne. Julie, tu le disais que tu n'étais pas coaché, mais que si un coach voyait ce que tu fais, il serait découragé. Moi, j'aurais le goût de dire, quand ce coach-là verrait les résultats, je pense qu'il n'y aurait rien à dire. Alexis, Elisa, est-ce que vous êtes suivi par un coach vraiment pour la course à pied sur une base régulière? Pas moi. Non? Elisa? Moi, oui, toujours le même coach que j'ai quand j'ai commencé à courir sur la route au Québec là. Donc OK. oui, c'est juste que mes entraînements n'ont pas changé en soi. C'est juste que je vais courir en trail quand je peux courir en trail. Et c'est quoi votre montagne préférée, votre montagne de prédilection pour aller faire des laps puis se mettre en jambes en prévision de ces grosses montagnes-là? Elisa? Je dirais le Mont Sainte-Anne là, c'est pas le plus proche de Québec, mais c'est le plus haut. Celui-là, on peut faire le plus de dénivelé. Et je pense que le chemin de service, vraiment qui fait quasiment 5 kilos là, est une des meilleures simulations Mhm. au niveau distance et ratio de la pente. C'est bien je comprends de monter par la crête par exemple là, mais je pense que ça simule pas bien. Je pense que c'est trop pentu par rapport à ce qu'on va avoir à l'UTMB. Donc, ou même à Orford, en fait, pareil, par la 4 kilos, faire la même chose, là. Mais moi, ce serait le Mont Sainte-Anne.
Je suis 100% d'accord avec toi, puis c'est un peu ce que je faisais moi comme préparation, ou ce que je fais même maintenant, mais à ne pas négliger, moi j'avais été surpris de la toute dernière montée de l'UTMB jusqu'à Tête au vent. Cette montée-là, moi je trouve que le meilleur pour simuler au Mont-Saint-Anne, c'est les pionniers. Bon, avec un peu moins d'arbres et plus de vues sur les grands espaces autour, mais c'est le même genre de montée hyper abrupte, puis très technique comme montée. On dit souvent que l'UTMB, c'est pas technique. C'est vrai que les descentes, ils ont passé la balayeuse des sentiers, mais la dernière montée, gardez-vous des jambes pour là. Peut-être que vous le saviez déjà, c'est le conseil que je peux vous donner, puis que je me rappelle pendant que tu disais tantôt comment simuler ça. Clairement, j'aurais dû faire plus de pionnier cette fois-là. Guillaume, dans ton cas, c'est quoi la montagne de prédilection? Je m'entraîne beaucoup à Bromont. J'aime beaucoup l'Estrie, fait que c'est souvent Bromont. Là, dernièrement, c'est plus Offord. Fait que je fais des montées-descentes de la grande coulée, puis je descends par la 4 km. Fait que je vais chercher du volume puis du dénivelé comme ça. Mais je pense que tous mes entraînements au courant de l'année, autant été qu'hiver, ça se fait à Bromont. Là. Je trouve que c'est une montagne qui offre quand même beaucoup d'options. Des fois, tu peux même aller chercher du kilométrage en sortant dans les chemins de terre. Fait que c'est quand même assez vallonné, pas trop technique. Fait que pour les courses que je fais pour l'instant, c'est plus du roulant. Fait que c'est le fun. Puis quand ça tourne plus vers le technique, ben, je rentre dans la montagne. Puis ouais, c'est assez varié. Puis c'est vraiment beau l'Estrie. Fait que ouais, je- j'en profite là-bas. Alexis, on parle de ta région. C'est beau, l'Estrie? C'est très beau Fait l'Estrie. qu'on a Les compris que toi, ta cantons, là. montagne de prédilection, c'est Bromont. Exactement, Guillaume m'a volé mon speech. J'ai plus rien à ajouter. On, on, Je suis pas puis on vraiment s'est un jamais ambassadeur de la croisés. montagne. On s'est jamais Non, mais croisés. Fait que c'est peut-être ça. peut-être prochainement. Laisse-moi savoir quand tu passes dans le coin. Certainement. C'est Mais ouais, moi j'ai la chance de pouvoir ouvrir la porte, mettre mes souliers, puis je suis quasiment dans la montagne. Fait que ça a été énormément de laps dans la montagne. Puis comme Guillaume disait, de pouvoir sortir aussi dans les chemins de terre, on réussit quand même à mettre un certain dénivelé, mais en gardant ça roulant, puis sur un terrain qui est pas asphalté. Fait que ça garde ça varié puis le fun. Julie, de ton côté, bon, on comprend le Mont-Saint-Anne, le relais aussi la semaine, c'est tes deux buts de prédilection. Ben, étant sur place au Mont-Saint-Anne, c'est sûr que, tu sais, moi, tous mes entraînements sont sur du temps emprunté. Fait qu'étant là-bas, je peux partir à 4-5 heures du matin, commencer mes entraînements. Mes enfants font du vélo de montagne ou du ski au Mont-Saint-Anne. Fait que c'est sûr que c'est l'endroit rêvé parce que c'est une belle grosse montagne, mais c'est franchement commode. C'est un excellent choix. On est gâtés à Québec quand même. Mais je regarde nos deux amis qui s'entraînent en Estrie. Je pense qu'ils sont bien gâtés aussi. C'est deux belles régions pour se préparer pour ces grosses courses-là. On le sait, il y a beaucoup de Québécois qui ont participé par le passé à l'UTMB. Est-ce que dans votre préparation, dans la dernière année, vous avez consulté une ou des personnes, puis là, c'est le temps de leur envoyer un petit shout-out, un petit coup de chapeau, des gens qui ont déjà participé, qui ont pu vous donner un peu plus d'informations sur la course, parce qu'on le sait, hein, quand on se lance sur un événement qu'on ne connaît pas, on aime savoir un petit peu d'infos supplémentaires. Guillaume, est-ce que tu as consulté quelqu'un, un Québécois, qui a déjà participé à la course? ouais, deux personnes. Il y a Guillaume Audette avec qui j'ai couru l'année passée en Gaspésie, qui connaît Étienne Dugas, qui avait fait ben, justement l'UTMB. Fait que je lui ai parlé un petit peu. Sinon, il y a un autre coureur qui vient de l'Estrie, ben, qui court beaucoup en Estrie, là, c'est Brendan Lewis Tremblay, qui court beaucoup. En fait, il est arrivé troisième au QMT cette année là, sur le 32. Puis il avait fait l'UTMB par le passé. Puis c'est lui qui m'avait dit de vraiment prioriser les descentes. Fait que là, dernièrement, avec Anne, justement, on mise fort sur les descentes. Fait que c'est pas mal les deux personnes à qui j'ai parlé. Mais tu sais, en même temps, l'UTMB, c'est quand même difficile d'être sélectionné. Fait que je connais pas beaucoup de Québécois qui ont participé. Puis ouais, c'est pas mal ça. Toi, Julie, est-ce que tu as consulté quelqu'un? Au Non, feeling. honnêtement, non. Ouais. Non, mais tu as Au feeling. consulté, je pense que c'est le temps qu'on peut raconter ce que tu me parlais ce matin. Pas toi, mais une des membres de ton crew a consulté l'ami ChatGPT pour te faire une planification de course. Raconte-nous un peu Eh cette oui, anecdote-là parce que pendant qu'on laisse Alexis et Lisa penser à leur réponse à la question.
J'ai une bonne amie qui va venir me clouer à Chamonix parce qu'elle rêve de participer à l'événement, puis elle vient ici, puis là, ça fait plusieurs semaines qu'elle m'en parle, puis là, elle voudrait qu'on planifie ça, puis qu'elle me parle des éléments de la course. Puis là, j'ai expliqué, là, moi, j'ai pas de place mentale pour plus qu'une course à la fois. Fait qu'il fallait vraiment que j'ai terminé, que je sois rendue à celle-là pour commencer à regarder ça. Fait qu'elle, elle a regardé ça pour moi, puis elle m'a fait mes temps de passage avec ChatGPT. Fait que ça, moi, je savais pas qu'on pouvait faire ça. Mais j'avais même pas regardé c'est quoi le profil de la course puis qu'est-ce qu'on faisait. Puis elle m'a envoyé un tableau Excel à la René Morissette avec tous mes temps de passage. Puis moi, je le savais pas parce que dans le fond, tu peux pas avoir les temps de passage des coureurs, te trouver un coureur équivalent puis avoir ces temps de passage. C'est pas des informations qui sont disponibles à moins de stocker leur Strava, mais tu sais, il y a pas de, tu peux pas les voir comme sur d'autres courses. Fait que finalement, tu rentres dans ChatGPT, le profil de la course. Fait que là, ils font par segment les ratios dénivelés par kilomètre avec des coefficients de difficulté pour chaque section. Puis après ça, eux rajoutent un coefficient d'augmentation de la fatigabilité au courant de la course. Puis après ça, eux ont des informations sur ben, les coureurs les plus rapides puis les coureurs les moins rapides. Puis ils utilisent quand même, je pense, un, un des informations de l'UTMB qui sont pas accessibles pour tout le monde, puis ils te produisent après ça des temps de passage puis un estimé de ton temps final de la course. Puis après ça, on peut aussi poser la question à ChatGPT. À quelle position tu penses que Julie Lesage va terminer la course? Fait que bref, la personne qui m'a donné le plus d'informations sur la course jusqu'à maintenant, c'est ChatGPT. Bon, on le remercie. Je trouve ça intéressant. Tu sais, l'IA générative a plein de bienfaits, puis c'est un outil très puissant, mais j'avais jamais pensé l'utiliser jusqu'à ce point-là. Moi, je l'avais déjà utilisé Oui, pour justement quand tu essaies de te fixer des temps de passage, puis c'est pas tant pour avoir un chrono plus que pour dire à ton crew vers quelle heure je pense passer. Puis là, tu prends, mettons, moi, oui. le Vermont-Sang, j'avais plein de temps de passage, de plein de coureurs que je pensais équivalents, mais après ça, tu sais pas si c'est un très bon coureur qui a eu une mauvaise journée ou qui a ralenti plus tard. Fait que j'avais dit à ChatGPT, voici 10 temps de passage de 10 coureurs. Donne-moi une estimée de moyenne de tout ça. Fait que, on peut l'utiliser à bon escient. Exactement. Puis après ça, tu rentres aussi tes informations, j'ai pas dit, mais tes informations comme coureur, là. Fait qu'ils vont Oui. chercher tes statistiques à toi, puis c'est quelque chose qui est pour toi. Mais ceci dit, moi, je vais pas regarder d'ici le prochain ravito, il faut que je sois rendu à telle place, mais c'est quand même pratique pour calculer un peu ton alimentation, te faire un petit plan nutritionnel, puis pour que les gens qui t'encouragent soient au bon moment, aux bons endroits. Oui, puis Oh, d'estimer des fois des durées juste entre deux ravitaux, comme tu dis, c'est pas pour ouais. se timer puis essayer d'être plus vite que prévu, c'est juste pour savoir je traîne dessus 4 gels ou 2 gels ou 2 muffins, Ouais. peu importe. Très intéressant, on remercie Chat. Toi, Alexis, de ton côté, est-ce que tu as consulté quelqu'un par rapport à la TDS? Non. Ben, j'en ai parlé rapidement avec Elliot, juste demandé avec quel soulier il avait couru plus qu'autre chose l'année qu'il a fait. Mais sinon, tu sais, ça, j'ai eu la chance de déjà courir à Chamonix, fait que je sais un peu qu'est-ce qui est au menu. J'avais même fait une partie du parcours de la TDS, là, une brève partie, mais une des descentes. Fait que je sais à quoi ça peut ressembler, fait que ça m'a permis vraiment de me faire une tête sur l'entraînement que j'allais avoir besoin de faire. La TDS est quand même un peu particulière parce que toutes les courses de l'UTMB s'emboîtent un peu l'une dans l'autre. Fait que l'OCC est le dernier 57 km ou à peu près, sauf exception, de la CCC. La CCC, pardon, la CCC est le dernier 100 km de l'UTMB. Tout le monde s'emboîte. La TDS part de complètement ailleurs. Parle-nous un peu de ce profil-là, de d'où ça part, puis à quel moment ça réembarque dans le Tour du Mont-Blanc. Ouais, c'est un point à point, ben un peu comme d'autres courses, là, mais où tu n'es vraiment pas sur la loupe de l'UTMB, ce qui fait que bah, tu vois autre chose, tu vois d'autres paysages. Puis c'est un parcours qui est un petit peu plus technique. Je pense, moins de me tromper, je pense que c'est sur le dernier 50 kilos où on commence à réarriver, pas exactement, là, mais comme pas loin de l'UTMB parce qu'il y a un ravito. Courmayeur ou les contamine. Là. J'ai pas encore assez étudié le parcours. Euh, qui est aussi un ravito de l'UTMB. Mhm. Fait que ça va être toute la partie avant ça est complètement différente, puis beaucoup plus technique que l'UTMB, mais encore là, tu sais, on dit technique, mais beaucoup de sections qui est comparé à, on parlait de la clinique du coureur à l'ouverture du podcast, puis ça a rien à voir le niveau de technicité entre ça, puis même la TDS, là. C'est ça, c'est pas le Maelstrom. Non, exactement. Toi, Elisa, de ton côté, est-ce que tu as consulté des coureurs, des coureuses qui ont déjà participé à l'événement? J'ai demandé à certains amis qui l'ont déjà fait, pas spécialement l'OCC là.
Ensuite, j'écoute quand même pas mal de podcasts quand ça parle de ça. J'ai fait un peu comme Julie, mais j'ai pas utilisé ChatGPT, hein, parce qu'il y a des sites internet qui sont très bien, qui font la même chose. Je pense en peut-être plus précis. Euh, Autre chose, on peut regarder les temps de passage des l'UTMB des années précédentes, au cas où. Si tu veux regarder un temps de passage sur la CCC d'une cote équivalente à la tienne, là, on a, si le dossard a bien bipé à chaque passage, là, on a les temps de passage enfin, c'est disponible sur le site de l'UTMB. Par curiosité, c'est quoi le site que tu utilises pour faire le- les estimés que tu disais, autre que ChatGPT? Ultra Pacer. OK. Moi, j'utilise Et normalement, Chat. ils ont toutes les courses. Ouais. Je vais vérifier. ChatGPT, je l'ai utilisé, puis c'est quand même une bonne chose. Tu peux faire des scénarios. Tu peux faire où est-ce que c'est très mauvais ou très, très bon, une très bonne journée. Ça, ça va bien. On utilise la technologie quand on peut, puis justement, tu sais, sur des épreuves comme ça, il y a beaucoup, beaucoup de données, puis des fois, il y a une grosse marge d'erreur parce que tu peux pas te fier à une seule cote équivalente à la tienne, puis te dire, tu sais, cette personne-là, as-tu été trop rapide au début, a cassé, puis des fois, on veut juste se pacer un peu, fait qu'il y a plein de beaux outils. Intéressant. Euh, Quand on parle de l'UTMB, quand on parle d'aller courir cette épreuve-là, il y a aussi une notion de voyage qui vient avec ça. Oui, voyage pour s'y rendre, mais on est dans l'une des plus belles régions de course de plein air, dans les plus belles montagnes au monde. Est-ce que vous avez des plans de voyage? Est-ce que vous avez décidé si vous allez en profiter avant, après? Donc, bref, quels sont vos plans de voyage entourant l'UTMB, au-delà même de la course, Julie? Nous, c'est 2 semaines de vacances dans les montagnes avant la course. Avant la course, parfait, ça. Oui. Alexis, de ton côté? Vacances plus après, fait que on va à partir du lundi suivant dans le Valais suisse et passer quelques jours là-bas. Passer du temps avec Hélène Michaud aussi, shout-out à Hélène, qui est une expat qui est française à la base, venue au Québec pendant une dizaine d'années, puis repartie en Europe. Donc, aller la voir puis profiter d'être là-bas. Très cool. Elisa, de ton côté, tu parlais de la famille, d'en profiter pour aller voir la famille. C'est quoi les plans? Oui, bah moi je vais rester jusqu'à début octobre. Pas en full vacances là, en pas mal de télétravail, mais je vais arriver 10 jours avant, une semaine avant la course, là vraiment full congé, profiter. Et ensuite, je reste longtemps, notamment parce que j'ai les championnats du monde fin septembre qui sont en Espagne, donc j'ai pas d'intérêt en soi à rentrer là. Donc oui, ça va être surtout revoir les amis, revoir la famille, travailler et entre guillemets continuer. Pas vraiment de vacances après l'OCC quoi. Peut-être un petit quelques jours, mais après repartir à l'entraînement assez rapidement. La famille dans quel coin en France? Dans la région parisienne. OK. C'est pas très exotique, mais mes amis, je vais plus en profiter pour aller voir mes amis qui sont un peu un peu partout là, mais C'est très cool ça. Toi, Guillaume, de ton côté, c'est quoi les plans voyage? En fait, je voyage avec ma copine puis mes parents. Donc, mes parents vont m'assister sur la course. Puis, en fait, on va arriver quelques jours avant pour profiter de Chamonix, voir les courses. Je suis quand même un fan de photographie, fait que on va se promener un peu, faire de la photo. Puis ensuite de ça, ça va être 2 jours, un petit peu plus que ça, en Suisse. Fait qu'on va se promener un petit peu, puis on va revenir. Mais j'ai déjà pris quelques vacances au cours de l'année, fait que j'ai pas, j'aurais aimé ça rester plus longtemps, mais malheureusement, je peux, je pouvais avoir environ une semaine et demie là, à Chamonix. Sur lesquels, de cette semaine et demie-là, il y a 48 heures où tu vas être dédié à la course. Je dis pas que ça va te Ouais, prendre 48 heures, mais c'est ça. il y a un gros bloc là, puis après ça, la journée suivante, c'est rare que c'est là qu'on va se lancer dans des longues randonnées. Ouais, ben c'est ça. Je pense que les jours qui vont suivre la course, ça sera pas des journées très très actives. Là. Ça risque d'être moi assis et mes parents qui se promènent, mais je pense que je vais quand même pouvoir profiter un petit peu de la place. C'est l'occasion d'aller faire l'aiguille du Midi en téléphérique, puis de traverser sur le Mont Blanc italien, puis tout faire ces activités-là Ouais, téléphériques. c'est sur Les la jambes sont moins liste. sollicitées. Exact.
Parlant de voyage, j'ai la chance de compter sur Elisabeth Petit et Francis Boutin comme partenaires de la série, un couple de trailers ultra nomades, vous les avez déjà entendus sur le podcast, qui parcourent le monde, ils ont tout lâché ce qu'il y avait ici au Québec, ils ont vendu toutes leurs possessions, ils ont pris leur retraite dans la quarantaine et ils sont partis. Donc, ils ont participé à l'UTMB, puis partout dans la série, ils vont vous donner des conseils. Donc, on écoute une courte capsule d'Elisabeth et Francis, puis on s'en repart de l'autre côté. C'est la capsule Ultranomade présentée par Elisabeth Petit et Francis Boutin, un couple de trailers ultranomades qui sont présentement à l'île de Bornéo. Dans ces capsules, ils vont vous parler de voyage et ils vont vous partager leurs astuces de trailers d'expérience. Elisabeth, Francis, vous avez déjà participé à l'UTMB. Quels sont vos conseils pour les Québécois qui vont se lancer sur la trotte autour du Mont-Blanc? Salut Yannick! Salut Yannick! Alors voici notre premier conseil pour les Québécois et les Québécoises qui vont s'élancer sur les sentiers de l'UTMB. Pensez arriver 1 semaine ou 2 semaines d'avance pour profiter au maximum de l'événement. Notamment la semaine avant les courses, c'est le festival de l'UTMB. Il y a beaucoup de kiosques, plein d'organisations et d'activités, notamment les Happy Run. Il faut penser à s'inscrire d'avance, mais ça vaut vraiment la peine. Puis en plus, pourquoi pas en profiter pour aller faire la reconnaissance du sentier sur 3 ou 4 jours de refuge en refuge? Ça va vous permettre de profiter des paysages, de prendre plein de photos et ça vous fera une bonne mise en jambes. Notre deuxième conseil est de vous entraîner avec votre matériel obligatoire, car la liste est longue et le sac sera quand même assez gros. C'est pas le temps d'économiser sur les grammes parce que, en fait, le kit canicule et le kit hivernal peuvent vraiment vous permettre de finir votre course. Par exemple, nous, en 2023, quand on a fait la CCC, le départ de la TDS s'est fait avec le kit hivernal et notre départ avec le kit canicule. Ça change vraiment vite. Apportez pas votre épicerie dans votre sac à dos. Les ravitaux sont vraiment complets. Vous allez y trouver tous les produits, tout ce que vous avez besoin, autant en liquide qu'en solide. Et vous avez aussi tous les produits NAC que vous connaissez déjà, que vous allez pouvoir prendre à chacun des ravitaux. Troisième conseil. On vous suggère de prendre bien votre place sur le départ de la course de la CCC, car après les 4 premiers kilomètres de route, vous tomberez en single track avec 2000 coureurs et coureuses. Et s'il faut bien s'entraîner pour le monter, il faut aussi bien s'entraîner pour les descentes. Il y en a plusieurs qui sont longues, sont belles. Notamment, il y en a une qui va vous donner plein de kilomètres gratuites. C'est celle après le Grand Col Ferret, c'est 21 kilomètres. Fait que négligez pas votre entraînement pour les descentes, puis gardez-vous un peu d'énergie pour la dernière descente vers Chamonix. Alors voilà Yannick, ce qui conclut notre première capsule sur les sentiers de Chamonix. Mais un petit dernier conseil en terminant, amusez-vous pleinement, profitez de l'UTMB, c'est l'expérience d'une vie. Puis on te laisse avec cette magnifique vue du mont Kinabalu sur l'île de Bornéo. À la prochaine! Bye! Merci les amis, on se parle très bientôt. Et en attendant, les gens peuvent vous suivre au ultranomade au pluriel.com ou sur les médias sociaux, cherchez Ultranomade. On est de retour pour clore avec nos 4 invités, nos 4 Québécois qui seront sur les 4 courses de l'UTMB. J'ai le goût de terminer avec une question plus ouverte sur quels sont vos objectifs puis vos souhaits. Donc, objectifs, oui, peut-être en termes de temps de performance, mais surtout, c'est quoi le souhait? Si on avait à vous souhaiter quelque chose, puis pour ce voyage-là, pour cette course-là, qu'est-ce qu'on pourrait vous souhaiter? Alexis, commençons avec toi. C'est quoi l'objectif? Honnêtement, tenir la course, mais j'y vais pour c'est quand même un sacré monstre, puis j'y vais pour la finir. Ça veut dire, je pense, je me souhaite à moi aucun pépin, que ce soit physique ou matériel, ou quoi que ce soit là. Une course où j'ai le sourire, puis profiter aussi on souhaite du beau temps aussi. J'ai aimé le positif de Julie tantôt qui disait j'avais pas besoin de mon matériel. Je nous souhaite tous la même chose. Pas de kit grand froid, pas de kit chaleur, puis le manteau imperméable, il reste loin dans le sac. Exactement. On te souhaite ça, Alexis. Julie, de ton côté, c'est quoi l'objectif? C'est quoi les souhaits? Moi, j'ai trouvé que dernièrement, je me suis mis une grosse pression pour les courses que j'avais pas avant. Tu sais, Marc-André Paillé, quand il m'avait fait mon premier podcast, me décrivait comme quelqu'un qui avait une joie de vivre, qui souriait tout le temps, qui allait vraiment chercher du bonheur dans les sentiers. Puis après ça, tu sais, 2024, ça a été comme une grosse année avec quand même beaucoup de succès. Puis tu sais, quand j'ai eu la révélation de l'année de 2024, tu sais, après ça, c'était va-t-elle maintenir en 2025? Puis
là, la pression est arrivée, puis là, j'ai vraiment trouvé que j'ai un peu perdu, en tout cas dernièrement, un peu tu sais, mon bonheur. Là, quand j'ai commencé à Arcana 125, là, il y a une photo de la ligne de départ. Je suis sur la ligne d'en avant, puis la photo est prise, puis j'ai les bras en l'air, puis tu sais, je m'en allais courir la course de ma vie, là, puis je pouvais pas croire que j'étais sur le départ d'un 125, puis ça a été comme extraordinaire. Puis la dernière fois, je l'ai senti comme si j'avais défait des devoirs, puis là, je devais produire mon travail. Tu sais, on s'attendait à ce que je livre quelque chose, puis j'ai pas eu autant de plaisir que j'en ai d'habitude. Puis là, la CCC, je redeviens excitée, puis je commence à avoir hâte à la course. Puis je pense que l'intérêt de ça, c'est que je ferai pas un podium. Puis, tu sais, que je regarde, je suis combienième, qui est devant moi, qui est derrière moi. Tu sais, on n'est pas, tu sais, j'espère, tu sais, je veux faire quelque chose de bien, tu sais, j'ai quelque chose en tête de ce qui me rendrait satisfaite. Mais le fait de, tu sais, pas savoir exactement qui est devant, qui est derrière, qui faut que je rattrape. Je pense que ça va m'aider à vraiment profiter de la course. Puis, tu sais, comme je disais, c'est la course d'une vie, là. Fait que le but, c'est d'être fière de moi, d'avoir une belle course, d'avoir des belles sensations. Puis après ça, tu sais, si je peux atteindre ce que ChatGPT pense que je peux avoir comme position, ben tant mieux. Vas-tu lui réécrire après pour lui dire merci, j'ai suivi ton plan puis je suis rentré dans le temps que tu me prévoyais? C'est intéressant ce que tu dis aussi par rapport à la pression, au plaisir. Tu sais, veux pas, quand on s'est parlé, puis c'est drôle, on s'est réécrit récemment, puis tu disais, hey, c'est fou, la dernière fois qu'on s'était écrit, je pense, avec le compte Pas sorti du bois et toi sur c'était Instagram, la dernière fois qu'on s'était parlé sur ce canal-là, c'était quand on planifiait ta première venue au podcast, puis entre les deux, il s'était passé 1 million de choses, dont 3 courses de 100 km, puis une victoire à Aricana sur le 125, une course qui est toujours très médiatisée, très regardée, très suivie, très compétitive. As-tu senti après qu'il y a comme eu, comme tu dis, cette pression-là de, ben, ça a gagné cette course-là. Après ça, c'est tout ce qui sera pas un podium sera pas, va être une déception, entre guillemets. T'as-tu senti ça des gens autour de toi? T'as-tu senti ça aussi intérieurement tu t'imposais cette pression-là? Oui, vraiment. Puis quand je suis allée courir en Croatie, je me suis dit, personne me connaît, personne sait que je fais ça. Puis, tu sais, ça va me permettre d'en profiter. Puis ça a fonctionné. Puis comme de fait, je regardais pas les positions quand j'étais en Croatie. Puis j'ai regardé la liste de départ. Il y avait 10 élites sur ma distance. Puis souvent, tu sais, il y en a 2, 3. Les autres distances, il y en avait 2, 3. Puis sur ma distance, il y avait 10 élites. Puis j'ai regardé ça et j'ai dit, tu sais, j'ai donc bien choisi la mauvaise distance. J'aurais pas un dossard pour l'UTMB 2026 avec ça. Mais je me dis, bon, je vais faire entre 10 et 20 finalement, probablement. Puis si je fais un top 10, ben écoute, ça va être une belle surprise. Puis là, ça m'a permis d'en profiter vraiment plus. Puis là, tu sais, quand j'étais confortable, puis mon chum qui est habitué à me clouer, qui sait que je veux pas trop savoir qui est devant, qui est derrière. Puis là, quand j'étais rendue en 4e, que je regardais pas, j'espérais pas, puis il m'a dit, écoute, la 3e est 3 minutes devant toi, puis elle va pas bien. Puis là, c'est à ce moment-là que j'étais capable de pousser puis d'aller chercher quelque chose. Mais tu sais, justement parce qu'il n'y avait pas eu de pression toute la course, puis tu sais, je m'attendais un peu à rien. Mais ouais, effectivement, c'est une pression plate là, que c'est moi avec ma tête là. Il y a pas, tu sais, c'est à moi à régler ça. Mais à la CCC, j'ai l'espoir que ça va me permettre d'en profiter plus parce que tu sais, personne ne veut savoir là. Tu sais, je suis 23, 29, tu sais, 32. Tu sais, ça change rien, finalement. Ben, je te le souhaite. Amuse-toi. C'est la bonne course Merci. pour ça. À 2000 coureurs, ça l'enlève aussi le suivi de l'autre. Es-tu proche? Il va y avoir beaucoup de monde proche, beaucoup de monde en avant, beaucoup de monde en arrière. Mais shout-out à le monsieur français dans la première montée qui avait dit au groupe autour, « Hey les gars, à la vitesse où on monte en ce moment, on est sur un pace de top 500. » Puis j'étais comme, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça me fait toujours sourire quand je pense à ce monsieur-là qui était comme Yes! On est sur un bon pace pour le top 500. Fait que je te souhaite le top qui te souhaite. Un top 500, ça va être Et là là. Elisa, de ton côté, c'est quoi l'objectif? Qu'est-ce qu'on te souhaite pour cette course-là? Ben, je dirais comme l'a dit Alex tout à l'heure, une bonne météo, parce que vraiment, moi, s'il pleut, ça va me démoraliser. Je déteste ça. Donc vraiment, je pense une bonne météo, juste à tout le monde, souhaiter ça à tout le monde, une bonne météo. Ensuite, bah, vraiment finir la course, prendre du plaisir sur 57 km, même si je pense pas que ça sera le cas, mais prendre un maximum de plaisir.
Et après, bon, comme je sais que le podcast ne sort qu'à une semaine de la course, j'ai quand même un côté très performance là. Donc en regardant un peu les index UTMB, je me dis si tout va bien, que ça va mal devant, parce que c'est aussi ça là. J'aimerais potentiellement essayer de viser le top 10. Donc voilà, mais ça c'est vraiment si tout va bien et que moi je vais bien et que devant ça craque aussi. Ben, Mais je écoute, dirais surtout avoir une belle course là, aller au bout en souffrant mais sans non plus trop souffrir quoi. Garder un bon souvenir et pouvoir profiter du reste des courses. ben, c'est parfait. Puis de pouvoir aussi explorer cette zone-là que tu n'as pas encore vécu, les premières heures post, je sais pas c'est quoi ton chrono le plus long pour une course, le plus longtemps que tu as été en compétition, mais là, clairement, avec un OCC, tu vas dépasser ce moment-là. Fait que de t'amuser dans cette nouvelle zone grise. Non, parce qu'en fait j'ai fait la clinique du coureur le 50 il y a 2 ans Ah, c'est vrai? et c'était horrible. Ah, Et je ça va pense être une longue que journée. ouais, je pense que je vais faire l'OCC plus vite que ça. Ah, bon, ben, ça sera des nouveaux, ça sera en termes de kilométrage qu'il y aura cette nouvelle Ouais, zone grise-là, kilométrage parce et que dénivelé où ça va être très long, mais voilà. parfait, on te souhaite tout ça. Puis rappelle-moi sur les championnats du monde, tu vas faire quelle épreuve? Parce que, encore là, je veux pas te gêner, mais ça reste que tu avais remporté et le vertical et le up and down au défi des couleurs l'an passé. Et tu avais obtenu une place aussi, si je me trompe pas, dans l'équipe pour le 50. Fait que, finalement, tu fais quelle distance au championnat du monde? Je fais les courses de montagne, donc OK, kilomètres vertical et up and down. le même combo qu'au défi des couleurs. Ouais, exactement. Très cool. Fait que tu vas avoir le temps de récupérer pour ça de toute façon. 3 semaines, ça se gère bien. Oui, non, je sais que je peux vraiment être fracassée de l'OCC et ça devrait aller pour le championnat du monde. On te souhaite d'être fracassé sans aucun bobo. Juste des quads bien raides le lendemain, c'est bon signe. Ça va vouloir dire que tu vas tout donner. Guillaume, de ton côté, c'est quoi l'objectif? Qu'est-ce qu'on te souhaite? Ben, c'est sûr que l'objectif principal, c'est de finir la course. Ça va être mon premier 100 miles. J'ai jamais fait autant. La plus longue distance que j'ai faite, c'était le 125 à Arcana l'année passée. Fait que je me lance vraiment dans l'inconnu. J'espère réussir à finir la course avec des bonnes sensations. Souvent, le problème pour moi, c'est la digestion. Là. À Arcana, j'ai été malade une bonne partie de la nuit, puis c'est un peu plate, là. Fait que j'aimerais ça tu sais, ne pas être malade, réussir à bien finir la course, puis tu sais, c'est vraiment être fier de moi au final, là. Je peux pas viser un podium à l'UTMB, là. Surtout que ça fait juste 2 ans que je cours en trail, là. Fait que tu sais, c'est impossible. Fait, pour moi, c'est vraiment profiter de l'aventure. Je pense que ça va être vraiment le fun, autant les paysages que tu sais, l'ambiance avant, après. Fait que c'est juste bâtir une, un beau souvenir là, avec tout ça. Donc, c'est ça, avoir du fun. Ben écoute, L'objectif principal. on t'en souhaite. La seule question, tu es peut-être le seul à qui je vais la poser, celle-là. Est-ce que l'aspect sommeil aussi fait partie de ta préparation? Est-ce que tu t'es mis dans des situations où, parce qu'on s'entend, l'UTMB, pour la plupart des coureurs, c'est 2 nuits, parce qu'avec un départ à 18 heures, nécessairement, il va y avoir une deuxième nuit, sauf peut-être pour les premiers. Dans ce cas-ci, est-ce qu'il y a une préparation dans ce que tu fais présentement? Est-ce que tu sais si tu réagis bien à la carence de sommeil? Ouais, quand même. En fait, avec le 125 Arcana l'année passée, je m'étais levé, j'avais assez de dormir. Le départ était en après-midi, fait que j'avais essayé de dormir le plus longtemps possible, mais j'étais tellement sur le nerf que j'avais fini par me lever tôt. Puis, tu sais, pour bien finir mes courses, je me mets jamais dans le rouge, fait que je prends tout le temps mon temps. Puis ça m'avait, tu sais, j'ai pas fini dernier, mais j'ai pas fini premier. Fait que, tu sais, ça m'a pris du temps sur le 125. Puis je pense qu'au total, j'étais resté réveillé 35 heures. Fait que, tu sais, à la fin, je réalisais que c'était quand même pas mal, mais je réalisais aussi que j'étais capable de toffer le manque de sommeil un peu. Euh, Puis là, dernièrement, là, avec le volume, puis la job, ben, ça arrive souvent que je me lève tôt, je me couche tard, puis je réalise que justement, c'est ça, je suis capable de pas trop dormir. J'essaie quand même de prioriser mon sommeil parce que la récup, c'est important, mais je fais pas de, tu sais,
je fais pas de préparation spécifique à ça parce que j'ai l'impression que ça va trop impacter mon entraînement actuel. Puis une dette de sommeil, ben ça peut ça peut ça peut avoir un impact là, sur plusieurs jours. Là. Fait que j'ai pas vraiment d'entraînement spécifique par rapport à ça. Yep. Mais j'ai hâte de voir. On entend souvent parler comme quoi il y a des gens qui ont des hallucinations. Je m'attends à des drôles d'événements là, durant la nuit à la montagne. J'espère que ça va pas me mettre dans des situations de danger. Mais j'ai hâte de voir. Ça va être toute une aventure. On t'en souhaite. On souhaite des hallucinations non dangereuses, juste des bonnes anecdotes qui se racontent bien par après puis qui font rire. Alexis, je Ouais. disais tantôt, il y a juste Guillaume qui pourrait répondre à cette question-là, mais c'est faux. Je veux dire, la TDS, clairement, tu vas avoir une carence de sommeil. Tu as un peu le même processus. Tu as fait le 125 Arikana comme peut-être le plus gros défi de carence de sommeil. Dans ton cas, comment tu réagis à cette carence-là? Correct, j'ai pas trop peur. Honnêtement, j'aime mieux partir tard versus partir tôt le matin. Un des attraits de la TDS pour moi, c'était ce départ-là. On part à 11h30 le soir. Tu fais ta première nuit frais, avec l'espoir de finir avant d'être trop loin dans la deuxième nuit. Puis un peu comme Guillaume, l'entraînement à courir la nuit, c'est pas quelque chose auquel je crois. Je pense que c'est juste vraiment un détriment à ta vie en général puis ton entraînement, puisque tu creuses ton trou, tu creuses ta tombe en dormant pas, puis c'est difficile à rattraper par après. On, on va voir, on va mettre la frontale. Puis je pense que c'est un des avantages. On entend beaucoup les gens dire ah ben faut apprendre à gérer notre matériel pour bien performer sur les courses dans les Alpes puis tout ça. Un des avantages qu'on a à courir au Québec, c'est que les couches, la lampe frontale, ben la moitié de l'année on s'en sert puis on sait comment ça fonctionne. Fait que c'est pas quelque chose qui me fait peur ou qui me stresse plus que ça. Excellent. Dernière question promis. L'UTMB, on le sait, c'est le sommet mondial du trail. Toutes les plus grandes vedettes de notre sport, les plus grands coureurs, coureuses sont là, que ce soit pour courir ou parce qu'ils sont dans le boot de leur marque puis qu'ils sont présents. Si on pouvait vous offrir une conversation de 5 minutes autour d'un café avec la personnalité trail de votre choix, ça serait qui? Julie? Il y en a beaucoup, là. J'adore Courtney, là. Je suis une fan finie de Courtney, c'est sûr. Annelise Rousset, ben là, c'est sa dernière année, mais je capote sur elle quand elle court. Je trouve que c'est comme un ange, là. Tu sais, elle est tellement légère, elle est tellement extraordinaire. Mais je vais dire Tony McCann parce qu'elle va prendre le départ avec moi. Puis Ouais. c'est une athlète que j'adore. J'ai même écrit sur Instagram, elle m'a répondu hier. Écoute, le bonheur, là, je courrais probablement, je courrais définitivement pas un seul kilomètre avec elle, mais je suis vraiment excitée de prendre le départ de la même course qu'elle. Très cool, l'athlète sud-africaine, si je ne me trompe pas. Exactement. Puis d'ailleurs, j'ai le goût d'aller faire l'ITCT Oui, justement pour parce que je regarde ces courses là-bas, je l'envisage très fortement pour cet automne, puis est en partie un des éléments de motivation. très cool. Bon, on te souhaite un 5 minutes avec Tony McCann sur le sentier Oui, ou dans les jours avant ou après. oui, Guillaume, de merci. ton côté, si tu avais 5 minutes à passer avec n'importe qui que tu pourrais croiser à Chamonix, ce serait qui? Ben, je pense que ça serait Rod Farvard Mhm. qui avait fini deuxième là, l'année passée à la Western State. Quand j'ai fait la Canyon l'année passée, je l'avais croisé au kiosque UTMB, là, où est-ce qu'on pouvait acheter des souvenirs. J'avais été impressionné par sa moustache. Je sais pas pourquoi, mais ça m'avait comme marqué. Puis juste de le voir, je me suis dit, c'est sûr que lui il est fort. Là. Sa moustache imposante. Elle m'a comme marqué. Puis, en fait, c'est lui qui avait gagné la course, le 100 km à ce moment-là. Puis, j'étais vraiment impressionné. Puis, tu sais, d'année en année, j'en apprends sur la trail, ça fait pas longtemps. Puis, j'essaie de m'intéresser le plus possible à ça. Puis, quand je suis allé lire sur le personnage, j'ai vu que c'est un gars de mon âge. Tu sais, je pense qu'il y a 29. J'ai 29, moi aussi. Puis je trouvais ça vraiment impressionnant. Puis tu sais, il a l'air d'un chic type, très relax. La vie a l'air très, très, très paisible. Il y a un blog, fait que souvent je lis ça. Fait que c'est ça, j'avais l'impression que ça serait intéressant de jaser avec lui.
Très Je intéressant, c'est pense. un excellent choix. Ouais. J'aime le justificatif surtout, là, tu sais, pour voir la moustache un peu plus près. Il y avait pas Mhm. des. Tu sais, on parlait je pense qu'avant d'entrer en onde, on parlait les gags au cas qu'il y avait par rapport à Vincent Bouillard de dire le staff Oka disait, nous on le connaissait avant qu'il gagne l'UTMB, on pouvait le poker sur Teams quand on voulait parce qu'il travaille pour Oka. Il y avait quelque chose par rapport à Rod Farvard, genre s'il gagne, est-ce que c'est sa moustache qui traverse la ligne d'avant en premier ou c'est lui? Il y avait quelque chose du genre. Fait que assez légendaire. Ouais. Allez voir ça, la moustache de Rod, c'est aussi légendaire que ses performances. Puis c'est ça. Cette année, il s'était entraîné beaucoup avec Francesco Poppi, Ouais. qui avait gagné le 100. Puis les deux, ils se sont entraînés quelques semaines ensemble. Ils vivaient avec lui. Puis de ce que Francesco disait, il disait que ça avait l'air d'un gars tellement plaisant à côtoyer. Fait que ouais, c'est ça. Excellent. Alexis, avec qui on te souhaite un 5 minutes? Je sais pas s'il est là finalement, mais Anton Krupicka, Ouais. c'est- quand j'ai commencé à courir entre elles, il était au top de sa game. Puis je trouve que c'est quelqu'un qui est intéressant, qui a une vision, une optique sur la vie qui est intéressant puis pertinent. Euh, Puis bon, ben, sur le side note, ben, j'ai quand même espoir de peut-être attraper Vincent ou Jim ou quelqu'un de l'équipe au cas sur le side. Mais c'est une bonne question si Anton, parce qu'ils ont sorti en ce moment que les start list élites, mais Anton s'était qualifié avec une deuxième place à Grindstone 100 miles. Puis moi, c'était le gars que je voulais rencontrer en allant faire cette course-là. Puis je l'ai pas croisé sur le parcours, mais officiellement, il a sa place. Puis il est très discret sur ses performances, sur ses entraînements. Un gars qui a très bien fait il y a une quinzaine d'années, qui avait eu 2 UTMB plus difficiles, mais l'année qu'il avait terminé, genre en 24e position alors qu'il était le favori, puis il y avait une dure journée, t'avais eu une grosse foule pour les premiers hommes, premières femmes, la foule était partie, puis tout le monde est revenu pour Anton. C'est dire à quel point ce gars-là est une icône. Fait que Ouais, on puis te souhaite une jasette avec Anton. ouais, puis c'était son retour aussi. Si ça arrive à l'UTMB, pour ceux qui ont suivi Ultra Running Meme dans le temps, c'est Ouais. aussi le Running Jesus. Fait que, Ah ouais, il y a c'est comme un côté drôle puis ironique à tout ça. ouais, le bon vieux Anton 2020, Believe in the Exact. Prophecy. Hein. On espérait le Exact. comeback en 2020. Finalement, ça aurait été 2025. Et finalement, Elisa, avec qui on te souhaite un 5 minutes à l'UTMB? Ben, je sais pas si elle sera là non plus, mais sinon ça sera au championnat du monde là. Mais moi j'aimerais bien parler avec Sarah Alonso. Bah peut-être, je pense qu'il y a pas beaucoup de monde qui la connaissent pas forcément là, mais je trouve elle est il lui arrive il lui arrive plein de choses qui sont Ouais. parfois drôles et pas drôles là. Enfin, mais je trouve malgré sa jeune carrière, elle est tellement intense dans ce qu'elle fait, peut-être un peu trop là. Mais j'aime beaucoup, il lui est arrivé plein de choses. Elle est sur des distances que j'adore, sur la Golden Trail. Elle est très passionnée. Elle a tout un projet à côté avec sa maison d'hôte en Espagne, au milieu de son poulailler, etc. Elle fait, enfin moi j'aime beaucoup. Elle est très nature. Elle a sa petite chaîne YouTube. Bon, faut parler espagnol là, mais j'aime beaucoup le personnage. Moi Très, aussi, je très l'adore, bon mais elle est choix. blessée, hein. Je sais pas si Ouais. Oui, elle va ben être capable c'est de reprendre, péripéties, là. c'est péripéties où tu te demandes comment c'est possible que ça lui arrive. Ouais, on en vit toutes plusieurs. Mais ouais, allez suivre. C'est tous des excellents choix pour ceux qui écoutent. Puis il y a des noms qui vous disent rien. Allez les suivre sur les médias sociaux. Au-delà d'être des personnes qui ont l'air vraiment intéressantes, c'est effectivement des gens qui sont le fun à suivre sur les médias sociaux. C'est des gens qui détonnent un peu dans leur pratique, dans leur façon de documenter la course. Puis tout ça, c'est très intéressant. On aime ça, des gens comme ça. Fait que merci beaucoup pour vos réponses. Merci, Elisa, Julie, Alexis et Guillaume, de votre temps ce soir. Vous avez cassé la glace de la série Sur les sentiers de Chamonix. Alexis, Guillaume, j'espère que ça n'a pas trop fait mal, votre baptême de pas sortir du bois. Merci beaucoup de votre temps. Puis on vous souhaite tout ce que vous avez dit tantôt, du plaisir, du beau temps surtout. On laisse le matériel obligatoire, même si on l'a. Puis on a chaque chose qui est cochée sur la liste. On le laisse bien profond dans le sac, puis on profite des cols, des traversées de champs haute altitude avec les vaches et leurs cloches qui sonnent. C'est assez mythique l'UTMB pour plein de raisons, puis je vous souhaite Les une vaches, hein. expérience à la hauteur. Pardon? J'ai dit pas trop proche les vaches. Hein, Non, parce c'est ça, que juste à il y en a qui distance. se font attaquer. Hein, donc Faut faire attention. Il n'y a pas de bear spray dans le matériel obligatoire. Il faudrait qu'il y ait ouais. quelque chose pour les vaches, mais vous avez tous des bâtons sauf Elisa. Fait que les autres, vous êtes corrects. Elisa, ben, c'est sa vitesse qui va faire qu'elle se fera pas pogner par une vache.
Merci beaucoup à vous quatre. Comme d'habitude, merci d'avoir été là. Je sais pas qui a parlé, je vois plus. Il y a un bug. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend. Alisa, on t'a perdu. Ouais, pardon, je dis que c'était moi qui avais dit merci, mais je te laisse conclure. Mais non, c'est bien correct. Il fallait arriver à la fin pour qu'il y ait un premier bug technique. Ça s'est fait quasiment sans faille. Donc, merci à vous quatre. On se croise tous, je l'espère, à Chamonix. Je remercie, comme d'habitude, en terminant, David Hébert, qui signe le design graphique du podcast, Fred Desroches pour le thème musical. Merci à On, le fabricant suisse, qui est le partenaire principal de la série sur les sentiers de Chamonix. Merci à l'équipe Simpson, le partenaire voyage. Donc, c'est l'entreprise, l'organisation, de Stéphanie Simpson, qui est passée tout récemment sur le podcast. Merci à NAC, le partenaire de toujours du podcast et le partenaire nutrition de la série. Merci à la Clinique du Coureur, qui est également partenaire, ainsi qu'à nos ultra-nomades préférés, Francis et Elisabeth, qui sont partenaires. Un gros merci à tout ce beau monde-là qui permettent de réaliser ce rêve fou d'aller couvrir l'UTMB avec Pas sorti du bois. Quand j'ai commencé ça il y a 5 ans, que je suivais à distance l'UTMB sur des lives YouTube, je me disais pas dans 5 ans on va être là en train de le couvrir avec le podcast, mais c'est ce qui arrive puis c'est bien trippant. Fait que merci à tous ces partenaires, merci à vous et à tout le monde. Je vous dis à très bientôt pour la deuxième partie de la série sur les sentiers de Chamonix. Ciao tout le monde!